Nous allons commencer cette courte mais intense matinée, tous et toutes ensemble. Je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg, et ravie de vous accueillir dans les murs de canopée que nous remercions de nous avoir déjà accueillis pour plusieurs événements. C'est vrai qu'on se trouve plutôt bien ici, je crois que vous aussi. Un petit mot avant de vous présenter nos intervenantes de la matinée de la Maison des Ados, dont la formidable équipe a organisé cette matinée et un certain nombre d'autres événements. On accueille à la Maison des Ados toujours les jeunes de 11 à 25 ans avec ou sans rendez-vous, de façon gratuite et éventuellement anonymement s'ils le souhaitent, pour tout type de difficultés. On a des antennes maintenant. Ça va, j'ai l'impression que c'est bizarre. Bon, alors je continue. On a des antennes maintenant qui sont déployées à Saverne, Ingvillers, Sarre-Union, Schirmeck, Célestat, Sainte-Marie-aux-Mines, et qui vont encore se compléter par d'autres antennes, notamment sur le territoire de Haguenau. L'équipe est toujours très pluridisciplinaire et a pour vocation de faire le lien avec l'ensemble des réseaux professionnels que les uns et les autres représentent. On a souhaité aujourd'hui faire une focale sur un sujet qui n'est pas des plus drôles, mais nécessaires. Et parce que les chiffres nationaux nous alertent toutes et tous, encore récemment ceux de l'Observatoire national du suicide, et nous engagent à être toujours plus attentifs, attentives, sans forcément non plus être totalement alarmistes, parce que nos jeunes ont besoin qu'on soit positionné pour eux et elles en adultes, et pas systématiquement en pompier ni en juge. Je vais laisser la parole en début de cette matinée au docteur Julie Rolling, qui est praticien hospitalier au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg et responsable du CAMPA, dont elle dira peut-être un mot de son activité quotidienne. Et puis ensuite, on pourra éventuellement avoir un petit échange avec quelques questions que vous auriez à lui poser. Et ensuite, c'est le docteur Copé et Madame Ménis du dispositif Vigilance qui succéderont au docteur Rolling, dont elles vous présenteront aussi les particularités en termes d'utilisation et leur quotidien de travail. Le docteur Rolling est aussi l'autrice d'un livre qui peut être intéressant pour les uns et pour les autres, qui s'appelle « Le grand livre du trauma complexe », dont ça nous semblait important de vous parler pour expliquer que notre sujet est forcément plus large que celui du seul suicide. En tout cas, nous partageons toutes, mais sûrement avec vous toutes et tous, un vrai intérêt, surtout pour les ados, quels que soient leurs âges. On a l'habitude à la Maison des Ados de dire qu'on a nos petits quand ils ont encore l'âge des collégiens et évidemment jusqu'aux jeunes adultes quand on parle de celles et ceux qui arrivent à 25 ans. L'idée, c'est qu'on soit pédopsychiatre ou psychiatre adulte pour le docteur Copé. On a tous cette même attention pour elles et eux. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention pour cette matinée. Je cède la place à Julie Rolling.
Merci Delphine pour ces mots introductifs. Effectivement, je suis pédopsychiatre et je m'occupe du CAMPA, qui est le centre de consultation pédopsychiatrique pour les adolescents de l'Eurométropole de Strasbourg, où globalement, chaque année, on suit à peu près, on a une file active de 700 adolescents, 7000 consultations, avec généralement effectivement des suivis extrêmement réguliers. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler du passage à l'acte suicidaire chez les adolescents, puisque c'était le sujet de ma thèse de médecine aussi, il y a quelques années, et que j'ai passé à peu près, je pense, 8 ans aux urgences pédopsychiatriques. Et donc, du coup, j'ai été amenée à rencontrer plusieurs dizaines de milliers d'adolescents ou d'enfants, mais c'est plus rare, en post-tentative de suicide, généralement le lendemain ou dans les 72 heures après le passage à l'acte suicidaire. Donc l'idée aujourd'hui, pendant cette présentation, c'est vraiment de pouvoir faire un survol de cette question, un panorama de cette question, et finalement de pouvoir vous transmettre un certain nombre d'éléments épidémiologiques, cliniques, psychopathologiques, mais surtout de comprendre en quoi l'adolescence, en quoi cette période de la vie particulière, eh bien, est à risque de passage à l'acte suicidaire. Et puis de comprendre aussi finalement l'actualité du passage à l'acte suicidaire chez nos jeunes et finalement quels sont les facteurs de risque nouveaux chez les adolescents en 2025. Et puis nous aurons ensuite un temps d'échange par rapport à l'accompagnement ou à la conduite à tenir qu'on peut avoir auprès de ces jeunes, avant de pouvoir écouter nos collègues de Vigilance, le docteur Copé et madame Sandrine Ménis, qui travaille également à Vigilance. Alors, avant de commencer, quelques chiffres pour poser le décor, quelques chiffres sur les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Globalement, c'est une grande étude européenne qui a été menée auprès de quasiment 100 000 adolescents scolarisés en classe de 3e, qui met en évidence que globalement 8% d'entre eux relatent avoir eu des idées suicidaires dans l'année et que 14% d'entre eux ont déjà fait une tentative de suicide. Et ce sont des chiffres particulièrement importants parce que les tentatives de suicide qui aboutissent aux urgences ou qui aboutissent à l'hôpital, on sait qu'elles sont sous-estimées puisqu'il y a un certain nombre de passages à acte suicidaire qui passent à l'as et dont les jeunes ne parlent pas forcément. Au niveau de la mortalité par suicide et au niveau des suicides aboutis, eh bien, le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-25 ans dans le monde et en France, avec en France 357 décès par an chez les 15-27 ans. Ce chiffre, globalement, baisse de manière continue, avec une baisse importante entre les années 2000 et 2015 notamment, pour plusieurs raisons, sans doute un meilleur accompagnement de ces jeunes, toute une promotion de la prévention du suicide qui a été mise en place, dont le programme Vigilance fait largement partie, et puis sans doute une parole qui s'est libérée et une attention particulière qui a été portée ces dernières années par rapport à la santé mentale des adolescents. En tout état de cause, même si ce taux diminue, c'est un taux qui reste inacceptable puisque ce sont des décès qui sont évitables. Décès qui sont évitables et ce qu'on sait également, c'est que la mortalité par suicide, il y a un sexe ratio en faveur des garçons, c'est que globalement, eh bien, il y a plus de garçons qui décèdent par suicide abouti que de filles. C'est lié à différentes raisons, c'est lié à la présentation du tableau clinique, c'est lié peut-être au fait de parler de ces difficultés ou pas, c'est lié peut-être à un niveau d'impulsivité qui est plus important chez les garçons que chez les filles, et c'est lié aussi à la létalité des moyens qui sont utilisés, puisque les filles vont plutôt procéder à des tentatives de suicide médicamenteuses, alors que chez les garçons, on sera plutôt dans des moyens beaucoup plus violents, donc avec un risque de suicide abouti beaucoup plus important.
L'autre élément qui est très important, c'est que le principal facteur de risque de décéder par suicide chez les adolescents, c'est le fait de présenter un antécédent personnel de tentative de suicide. Donc un jeune qui a déjà intenté à ses jours, eh bien, pour nous, c'est un élément de vigilance particulièrement important. Globalement, le taux de récidive par tentative de suicide est extrêmement important dans l'année, mais surtout dans les 6 mois qui succèdent à une tentative de suicide, avec des chiffres assez variables, mais globalement on considère que 6 mois après une tentative de suicide, eh bien, il y a 20% de récidive de passage à l'acte suicidaire. On sait aussi qu'après une tentative de suicide, il y a un risque beaucoup plus important de décès par tout type d'autres morts violentes, ce qui pose la question finalement du repérage des tentatives de suicide, de toutes les conduites à risque qui pourraient correspondre à des équivalents suicidaires, toutes les conduites de mise en danger, le fait de rouler très vite sur l'autoroute, certaines chutes qui, a posteriori, sont présentées comme des accidents, mais pour lesquels il y aurait éventuellement une intentionnalité suicidaire. Pour les jeunes qui vont être dans la répétition des passages à l'acte suicidaire, 2, 3, 4 passages à l'acte suicidaire, généralement on est dans des tableaux cliniques particuliers avec peut-être des pathologies psychiatriques, peut-être des troubles de la personnalité. En tous les cas, ce n'est pas la majorité des adolescents, mais même pour ces jeunes-là, le passage à l'acte n'est jamais à sous-estimer parce que la manière dont l'environnement va réagir, notamment en minimisant ou en banalisant ou en pensant que c'est du chantage, c'est des propos qu'on peut retrouver dans l'entourage de ces jeunes, eh bien la réaction de l'entourage peut potentiellement faire le lit d'un nouveau passage à l'acte. Donc, après chaque tentative de suicide, le risque de passage à l'acte et le risque de décès par suicide augmente, et une tentative de suicide n'est jamais à banaliser ou à mettre sur le compte d'une crise d'adolescence. Donc, je vous ai mis quelques-unes des idées reçues qui peuvent exister, en tous les cas, qui peuvent être prononcées dans ce moment de la crise suicidaire, que ce soit par les professionnels ou par l'entourage. Il faut du courage pour passer à l'acte. Alors, je ne sais pas s'il faut du courage, en tout cas, c'est souvent le courage du désespoir ou d'une impossibilité. Parler du suicide peut donner l'idée de se suicider. J'ai envie de dire que si on ne va pas très mal, le fait de parler du suicide, ça ne va pas donner l'idée à quelqu'un de se suicider. Ça va surtout permettre d'ouvrir la parole, d'ouvrir une porte et éventuellement d'ouvrir le dialogue pour pouvoir aider ces jeunes. Je vous le dis parce que des fois, il y a une forme d'embarras où on ne sait pas forcément comment faire lorsqu'on est inquiet pour un adolescent ou lorsque un adolescent évoque des idées suicidaires. Et parfois, il peut arriver la crainte d'en parler ou le fait que si on en parlait, ça amplifierait cette idée pour le jeune. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que ce n'est pas le cas. Une autre idée reçue, une personne voulant se suicider trouvera toujours le moyen de le faire. Peut-être que ça peut s'entendre. En tous les cas, on le verra dans les prochaines minutes. La crise suicidaire, c'est vraiment un moment de détresse. Et si, au moment où la personne est en détresse, eh bien finalement, on peut lui amener une aide, si on peut gagner du temps, eh bien potentiellement, on empêchera ce passage à l'acte. Donc, vous le comprenez, l'idée, c'est vraiment de se dire que le suicide, la tentative de suicide, eh bien, ce sont des choses qui sont évitables. Et l'idée de ce Café Info Pro de ce matin, c'est vraiment d'essayer de voir ensemble eh bien, comment on peut aider nos jeunes, chacun à notre place. Hein. Tout le monde n'est pas pédopsychiatre, mais en tant que psychologue, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'oncle ou tante, comment on peut aider les adolescents à faire face à des moments compliqués. Alors ça va nous amener donc ces quelques propos un petit peu introductifs à parler, à entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la crise suicidaire. Qu'est-ce que c'est que la crise suicidaire ?
La crise suicidaire et la tentative de suicide, c'est un phénomène complexe avec un certain nombre de facteurs. C'est une crise qui est toujours polyfactorielle et toujours multifactorielle, hein. Même si on a toujours tendance à se focaliser sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est important de regarder le vase. Par exemple, situation assez classique, un adolescent qui va faire une tentative de suicide parce qu'il y a eu une rupture amoureuse avec sa petite copine avec laquelle il était depuis 15 jours. Et l'entourage, où tout le monde va dire bah, c'est à cause de cette rupture. Oui, peut-être, mais en même temps, toutes les personnes qui vivent des ruptures amoureuses ne font pas de tentative de suicide. Donc il y a toujours une trajectoire et une dynamique situationnelle avec une accumulation de facteurs de risque et d'éléments contextuels connus, et on va les voir ensemble, qui aboutissent à ce moment de la crise suicidaire. Cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, parfois, j'ai tendance à dire, c'est un élément qui va faire pare-feu. Parce que pour un parent ou pour une famille, que son enfant, son adolescent intente à sa vie, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Donc, au début du travail, de pouvoir se focaliser peut-être sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien, c'est sécurisant et ça permet de ne pas remettre en question tout le système. Et ça, c'est important aussi. On n'est pas dans, finalement, des questions morales de se dire, mais c'est de la faute de qui ? Généralement, il y a une collusion de facteurs qui amène au passage à l'acte. Un autre élément important, c'est que ce moment de la crise suicidaire, c'est vraiment un moment de combat interne, où finalement l'objectif sera de faire taire une souffrance. Je le disais tout à l'heure, j'ai dû voir plusieurs dizaines de milliers d'adolescents en post-tentative de suicide. 99,9% ne voulaient pas mourir, mais ils voulaient faire taire une souffrance. Ils voulaient diminuer les tensions internes. Parfois, ils voulaient que ça change. Il y avait un espoir de remaniement au niveau de leur vie, au niveau de leur famille. Parfois, ils voulaient mobiliser l'entourage. Parfois, ils voulaient faire réagir. En tous les cas, je crois qu'on peut penser le geste suicidaire comme une volonté de vivre, mais une volonté de vivre différemment. Il y a très très peu de situations où il y a vraiment une intentionnalité suicidaire, et généralement c'est des situations d'adolescents extrêmement déprimés avec des tableaux mélancoliques, et là je dirais que c'est plus la pathologie psychiatrique qui parle. Mais je crois que c'est vraiment c'est une tentative de rupture, une tentative que quelque chose change dans leur vie, et une tentative de faire taire une souffrance. Un autre aspect qui est extrêmement important pour comprendre le passage à l'acte suicidaire à l'adolescence, je le disais, il va vraiment y avoir cet équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, qu'on va voir ensemble dans 2 minutes. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle la psychopathologie adolescente ou le processus adolescent, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est un moment développemental particulier dans la construction du sujet, qui augmente les vulnérabilités et qui donc du coup est un moment de la vie où fréquemment eh bien, il peut y avoir des troubles, mais qui sont liés à tous les enjeux liés à l'adolescence, la construction de l'identité, l'acceptation de son corps, on le verra dans quelques minutes, et qui fait que globalement c'est une période de la vie où il y a plus de tentatives de suicide. Et là encore, une majorité d'adolescents qui ont fait une tentative de suicide, eh bien quelques semaines, quelques mois après, ils vont reprendre le cours de leur vie et ils verront plus jamais de psychiatre ou de pédopsychiatre de leur vie, et ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Et pour une partie d'entre eux, mais c'est vraiment une minorité, eh bien, parfois ce passage à l'acte suicidaire révèle une entrée dans une pathologie psychiatrique. Et là, on sera dans une prise en charge sur le plus long terme, mais ça correspond vraiment à une part infinitésimale. Alors, la question de l'évaluation du risque suicidaire, puisque c'est toujours un petit peu le stress et l'inquiétude, c'est de se dire, si on accueille un de ces jeunes, est-ce qu'il ne va pas justement se foutre en l'air ? Eh bien, pour évaluer ce risque, on a tendance à s'appuyer sur ce qu'on appelle le RUD, risque, urgence, dangerosité. Risque, c'est l'évaluation des facteurs de risque et des facteurs de protection qu'on verra dans quelques minutes. Le niveau d'urgence, il est caractérisé par l'intentionnalité et l'impulsivité. Plus on va avoir un jeune impulsif, plus on va avoir des idées suicidaires qui seront prégnantes, qui seront importantes, dont finalement le jeune
que le jeune n'arrivera plus à critiquer ou par rapport auquel il n'arrivera plus à se décaler, et bien plus on va être en tant que professionnel en état d'alerte. Et le troisième élément, c'est la dangerosité. Et au niveau de la dangerosité, on va essayer d'évaluer et bien finalement à quels moyens létaux le jeune a-t-il accès. Peut-être que si les parents vont à la chasse et que s'il y a des fusils à la maison, eh bien, il va falloir s'inquiéter. Peut-être que si y a une armoire à pharmacie bien fournie, eh bien, il va falloir s'inquiéter. Donc on va faire à la fois une évaluation psychique, psychologique, mais à la fois très concrètement, on va essayer de voir quelles sont les ressources et quels sont les moyens létaux qui sont potentiellement à disposition de ces jeunes. Mais je le disais, le gros finalement de notre évaluation, ce sera d'explorer les facteurs de risque. Les facteurs de risque passés, est-ce qu'il y a des antécédents personnels ou familiaux de tentatives de suicide? Est-ce qu'il y a des antécédents de psychotraumatisme? Là aussi, le fait d'avoir des antécédents de traumatisme augmente la vulnérabilité au passage à l'acte suicidaire. Est-ce qu'il y a des difficultés d'attachement? Ça peut aussi augmenter la vulnérabilité au passage à l'acte. Et on va s'intéresser à tous les facteurs précipitants. Est-ce qu'il y a une situation d'échec scolaire qui peut être liée à un trouble des apprentissages ou à une difficulté X ou Y? Est-ce qu'il y a une situation de conflit au niveau de la famille, au niveau de l'école? Est-ce qu'il y a une situation d'harcèlement scolaire? Est-ce qu'il y a eu une séparation, une rupture, un deuil? Donc un ensemble de facteurs précipitants qui peuvent venir impacter le sujet et qui, plus ils vont s'accumuler, plus finalement ils vont vulnérabiliser le sujet. Et un autre élément qu'on va d'emblée aussi explorer et que souvent on a tendance à oublier, c'est tous les facteurs protecteurs. Parce que les facteurs protecteurs, eh bien, c'est sur ces facteurs qu'on va s'appuyer justement pour débuter l'accompagnement auprès de ces jeunes. Donc on va explorer l'entourage, la qualité de l'entourage, la manière dont le jeune se sent par rapport à son entourage. Alors généralement ils disent « bon, ben, ils n'en ont rien à faire de moi, etc. etc. » Alors je leur dis, mais tu es sûr, parce que tes parents, en arrivant aux urgences, je suis passée par la salle d'attente, ils font les 100 pas dans la salle d'attente. Alors généralement ils disent, ah bon, et comment qu'est-ce qu'ils font? Alors je dis, bah, j'ai l'impression qu'ils sont un peu inquiets. Ah bon, ils sont inquiets? Donc il y a vraiment tout un travail aussi de lien et qu'on va pouvoir réaliser dès la première consultation. On va s'intéresser à l'environnement plus large, à son insertion au niveau scolaire, mais aussi au niveau des loisirs ou du club de foot. Donc, est-ce que ce jeune a un environnement étayant? Et la question du lien, elle est extrêmement importante. Je pense que nos collègues en parleront lorsqu'elles évoqueront vigilance, puisque vigilance, la philosophie de ce dispositif, c'est vraiment la clinique du lien et comment on peut créer un maillage autour des jeunes. Et puis, il y a aussi des éléments de caractère, le fait d'être optimiste, le fait pour certains jeunes de croire en quelque chose, que ce soit des croyances religieuses ou que ce soit des croyances politiques ou écologistes, peuvent aussi aider à se projeter dans l'avenir. Donc globalement, on est vraiment par rapport à la crise suicidaire dans ce qu'on appelle des modèles de stress et de vulnérabilité, c'est-à-dire des individus qui ont des vulnérabilités, peu importe la vulnérabilité, qui ont une histoire et qui, à un moment donné de leur vie, vont accumuler les facteurs de risque. Typiquement, ça peut être une adolescente qu'on a rencontrée la semaine dernière, mardi, Léa, l'anonymise, mais c'est une jeune de 15 ans qui a fait un passage à l'acte suicidaire assez important, absolument de pathologie psychiatrique. C'est une jeune qui, de base, a plutôt un caractère un petit peu anxieux. C'est très compliqué au niveau familial, très conflictuel au niveau des parents. Sa grand-mère est décédée il y a 3 mois, une grand-mère qui avait une place importante dans l'histoire de cette jeune fille. Elle a changé d'établissement scolaire parce que les parents ont déménagé.
Elle a du mal un petit peu à s'intégrer dans ce nouvel établissement scolaire où elle se sent très isolée. Et puis, il s'est organisé une sortie à Europa Park avec ses amis de l'ancien établissement scolaire qui n'avaient pas pensé à l'inviter. Un soir, elle a voulu appeler une de ses anciennes amies qui n'a pas décroché. Et puis, elle est passée à l'acte en se disant que de toute façon, elle servait à rien et que personne n'en avait rien à faire d'elle. Donc typiquement, c'est une jeune fille qui n'a pas de pathologie, mais qui, à un moment particulier de sa vie, à un moment où le regard des autres, où la présence des autres est importante, eh bien, s'est trouvée à devoir gérer un certain nombre d'éléments de vie finalement, qui n'ont pas pu être intégrés. Et donc, une rupture de l'équilibre psychique qui aboutit au passage à l'acte. Donc quand on parle de crise suicidaire, on parle vraiment d'une courte période de déséquilibre psychologique, qui peut durer quelques secondes, qui peut durer quelques minutes, dont on voit que les jeunes souvent essayent de trouver des ressources en appelant un ami, en montrant que ça va mal. Voilà des tentatives qui parfois passent inaperçues, parfois c'est un problème de timing, on appelle une copine mais qui était sous la douche à ce moment-là et quand elle rappelle 10 minutes après, eh bien c'est trop tard. Et cette crise suicidaire, elle se caractérise par différents éléments. La présence d'une accumulation d'événements déclencheurs, l'expérience d'un stress extrêmement important, le sentiment d'une perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à trouver une solution par rapport à ce qui nous arrive, et donc la création ou l'apparition d'une détresse psychologique particulièrement importante. Et donc, habituellement, ce qui se passe, c'est que l'individu va essayer de trouver des solutions, ces solutions vont échouer, et donc l'idée suicidaire va apparaître. Le fait d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution, le fait d'avoir l'impression qu'on est seul, le fait d'avoir l'impression qu'on ne sert à rien, le fait d'avoir l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et progressivement, il va y avoir ces ruminations qui vont prendre de plus en plus de place jusqu'à la cristallisation d'un scénario suicidaire qui, sur un élément anodin, eh bien, va précipiter le passage à l'acte. Ça, c'est dans la majorité des situations, mais il y a aussi pour certains ados où on a des passages à l'acte impulsifs beaucoup plus rapides sans se dérouler finalement avec une temporalité de passage à l'acte qui parfois peuvent être beaucoup plus immédiates. Ça dépend du niveau d'impulsivité des jeunes. Ce qui est important, c'est que il y a vraiment ce moment de désorganisation psychique avec cette impossibilité de voir une autre solution que le suicide. Mais même après le passage à l'acte suicidaire, toute la période un petit peu de lune de miel, de récupération, où on a l'impression que ça va bien, eh bien, on reste quand même dans ce qu'on appelle une situation de crise. Donc, ce que je disais, les premiers jours, les premières semaines, et en fonction des profils, les 6 premiers mois, il faut quand même être vigilant par rapport à ces jeunes. Je le disais, une accumulation d'éléments extérieurs qui peuvent précipiter le passage à l'acte suicidaire dans un moment de vulnérabilité important. L'adolescence, c'est un moment de la vie où il y a une forte réceptivité à l'environnement. Même si on ne s'en rend pas toujours compte parce que les ados mettent beaucoup d'efforts à nous faire croire qu'ils n'en ont rien à faire de ce qu'on pense d'eux. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ils mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts là-dedans, mais ils sont très réceptifs à l'environnement, au regard qu'on peut poser sur eux. Et peut-être que si certains d'entre vous, un jour, ont eu une remarque d'un professeur ou à cette période de la vie, et peut-être que vous vous en souvenez encore. Joyner parlait de théorie interpersonnelle du suicide, c'est-à-dire le fait d'avoir la perception d'être un fardeau, le fait d'avoir un sentiment d'appartenance contrarié, c'est-à-dire que finalement, à quel groupe est-ce que j'appartiens? Est-ce que je peux vraiment compter sur ce groupe qui finalement va faire le lit d'une capacité acquise à se donner la mort? Et finalement, l'adolescence, du fait des spécificités développementales et des enjeux de cette période de la vie, eh bien, va d'une certaine manière vulnérabiliser au suicide.
Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette période de la vie, c'est une période qui est un petit peu plus à risque? Parce que c'est un temps de mutation. C'est un temps de mutation psychique, ce qu'on appelle le pubertaire, toutes les modifications psychiques de cette période de la vie, qui est sous-tendu par des modifications physiques. Le corps change. Et alors notre corps change chaque minute, chaque seconde, on accepte plus ou moins bien le vieillissement, mais globalement ça se fait avec une temporalité, je dirais, continue, même s'il y a toujours des moments de réveil où tout à coup on se dit « ah oui, j'ai une ride, j'ai des cheveux blancs, etc. » Mais il y a 2 moments de la vie où cette mutation physique est la plus importante, c'est entre 0 et 3 ans et au moment de l'adolescence. Et donc, votre corps change et vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Vous ne pouvez pas dire à votre corps d'arrêter de grandir. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un certain nombre de réactions adaptatives qui peuvent se mettre en place par rapport au fait que le corps s'impose à la psyché. Des phénomènes de passivité, de régression, d'adynamisme, d'inhibition psychique. Des fois, quand on discute avec certains jeunes, ils ne savent pas, ou des fois certains adultes disent « mais c'est pas possible, ils ont la flemme, ils n'ont pas d'énergie, etc. » Bon, ils n'ont peut-être pas d'énergie par rapport à ce qu'on leur demande, et encore ça dépend du niveau de motivation, mais surtout ils sont à un moment de leur vie où ils doivent accepter toutes ces modifications physiques, corporelle, mais aussi d'accession à la sexualité, avec un certain nombre de questionnements qui vont se poser au niveau de l'orientation sexuelle et de manière plus globale aussi au niveau de la question du genre. Ce temps de transition physique et psychique, il s'appuie sur un certain nombre de deuils. Il va falloir faire le deuil de l'enfance, le deuil de la période de latence, qui est un petit peu une période idéale dans le développement de l'enfant, où finalement l'enfant va pouvoir investir toute son énergie dans les apprentissages, et généralement c'est un temps où relationnellement avec les adultes c'est assez calme, en ce temps de l'enfance où maman est parfaite et puis papa est le plus courageux et le plus extraordinaire. Au moment de l'adolescence, pour s'autonomiser, pour grandir, eh bien on est obligé de se séparer. Et pour se séparer, l'adolescent va faire le deuil de ce qu'on appelle les imagos parentaux, c'est-à-dire les représentations qu'il a de ses propres parents. Donc deuil de l'enfance et projection dans l'avenir. Et la projection dans l'avenir, elle est extrêmement angoissante parce qu'elle va solliciter ce qu'on appelle l'axe narcissique, la confiance en soi, la confiance qu'on a vis-à-vis de soi-même. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de réussir? Est-ce que je vais réussir à l'école? Et quel est le monde qui va m'accueillir demain? Avec un certain nombre d'éléments qui peuvent être anxiogènes. Parcoursup, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, c'est un petit peu une création de l'éducation nationale où on va demander à des ados de savoir exactement ce qu'ils veulent, alors même qu'eux vont nous dire oui, mais le monde de demain leur paraît extrêmement incertain et anxiogène. Donc il y a vraiment un conflit interne très fort entre dépendance, je suis encore enfant, et autonomisation, ce qu'on me demande. Je suis dépendant, mais en même temps, on me demande d'être autonome. Donc, un tiraillement inhérent et constitutionnel à l'adolescence. Un tiraillement entre autonomisation et dépendance, et un tiraillement entre le monde psychique interne et l'extérieur, l'environnement. Je cite souvent cette phrase que j'aime beaucoup de Philippe Jamet, « Ce dont j'ai besoin parce que j'en ai besoin est à la mesure de ce besoin, c'est ce qui menace mon autonomie. » Pour le dire simplement, l'adolescent, au niveau psychique, c'est la tempête. Il doit constituer son identité, se projeter dans l'avenir, montrer qu'il est capable de réussir à l'école, etc., etc. Donc, il y a tout un reformatage qui fait que psychiquement, c'est un moment de tempête. Donc, il a besoin de s'appuyer sur l'extérieur. L'extérieur est extrêmement important. Sauf que, comme il a besoin de l'extérieur, eh bien, cet extérieur, il est dangereux, il est menaçant, entre guillemets. J'ai souvent tendance à faire le parallèle avec les histoires d'amour. Si vous êtes un petit peu amoureux, bon, vous allez y aller parce que ça ne fait pas peur, c'est pas très angoissant. Si tout à coup vous rencontrez quelqu'un dont vous êtes follement amoureux, peut-être que ça va être une grande passion qui va vous faire extrêmement peur et du coup peut-être que vous allez rejeter cette relation
parce qu'elle est trop angoissante, parce que c'est trop. Et bien, le rapport au monde et le rapport à l'extérieur de l'adolescent, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement besoin de l'environnement extérieur pour leur propre psychisme et pour leur propre construction que cet environnement extérieur, eh bien, leur paraît menaçant. Et donc, ce qui veut dire que trouver le juste équilibre avec l'extérieur, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Parce qu'on oscille tout le temps entre ce qu'on appelle les angoisses de fusion ou les angoisses d'abandon. C'est-à-dire, vous êtes trop près. Ils vont vous dire que vous les saoulez. Comme moi, en entretien, je pose des questions un peu intimes, entre guillemets. Je le fais pas, mais Dr Rowling, ça vous regarde pas. Je m'éloigne. Et puis, si je leur pose pas assez de questions, mais vous en avez rien à faire de moi. Et puis, vous avez 3 minutes de retard, vous vous en fichez, etc. Angoisse d'abandon. Donc, trouver la juste distance avec un ado, on n'y arrive pas. Ou alors, on est tout le temps un peu à côté. Mais c'est normal, c'est leur manière à eux de se protéger. Il y a ces dimensions psychologiques extrêmement importantes, et puis il y a aussi des dimensions physiologiques qui sont importantes. C'est que cette impulsivité ou cette difficulté à se réguler au niveau des émotions, elle est liée à des modifications neurobiologiques. Je vous ai mis un schéma un petit peu barbare, mais qui montre que le développement fonctionnel entre le cerveau cognitif et surtout le cortex préfrontal qui nous sert à la planification, l'anticipation, la résolution de problèmes, etc., et le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, eh bien, il y a un décalage fonctionnel de développement. Ça veut dire que constitutionnellement, au moment de l'adolescence, oui, les adolescents, ils ont plus de mal qu'un adulte de 30 ans à réguler leurs émotions, et ça s'explique au niveau neurobiologique. Mais ça a aussi des bons côtés parce que du coup, ils sont beaucoup plus sensibles à l'émotion, à la récompense, et puis ça explique peut-être que le moment de l'adolescence, c'est aussi un moment d'ouverture au monde qui est extrêmement important et un moment où on va s'ouvrir à un certain nombre de musiques, de cultures qui, en tous les cas, de manière plus importante peut-être qu'à d'autres âges de la vie. Donc, on le disait, ce temps de l'adolescence, c'est un temps mouvant entre l'enfance, l'âge adulte, un temps où le jeune est extrêmement sensible à l'environnement et un temps où du coup il est extrêmement réceptif à l'environnement et aux messages qui peuvent venir de l'extérieur par rapport à sa propre condition. Ça veut dire qu'il est aussi extrêmement réceptif aux exigences de l'extérieur, que ce soit les exigences académiques par rapport à l'école ou que ce soit d'autres exigences. Il est extrêmement réceptif et ça peut être anxiogène. Pour s'en sortir par rapport à tout ça, eh bien, il va y avoir un certain nombre de stratégies et notamment l'importance du groupe et l'importance de se noyer dans la masse. Le groupe, ça sécurise pour un jeune. C'est pour ça que des fois, quand vous avez des troupeaux d'adolescents qui arrivent au campa ou j'imagine à la maison des ados, il ne faut surtout pas trop rapidement diffracter le troupeau parce que c'est aussi une manière de se protéger. C'est une manière de s'étayer les uns les autres et puis c'est une manière aussi de parfaire leur construction identitaire puisque les jeunes vont trouver des éléments d'identification auprès des autres adolescents, auprès de certaines figures politiques ou de certaines figures du monde de la chanson ou autres, pour justement les intérioriser et parfaire leur construction identitaire. Et pour parfaire toute cette construction identitaire, ils ont besoin d'un cadre clair. Peu importe le cadre, je dirais le contenu du cadre, ça c'est à vous de voir, mais un cadre clair. Qu'ils vont, en fonction des jeunes, soit assimiler, incorporer, c'est les bons élèves, soit ils vont s'y opposer, et cette opposition leur permettra aussi de se constituer. Moi, je ne fais pas de différence entre ce qu'on pourrait dire les bons élèves et les mauvais élèves. C'est des rapports différents au monde. Je ne suis pas sûre que le bon élève ou celui qui rentre exactement dans le moule et qui fait tout correctement, est-ce qu'il est plus heureux, il y a d'autres problématiques qui mobilisent son fonctionnement. Donc on peut se constituer dans l'intégration ou dans l'opposition, c'est des modalités différentes de constitution. En tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose contre lequel buter, quelque chose qui nous permette de nous structurer. Un cadre clair,
d'autant plus qu'on est dans un monde qui devient un petit peu flou et un petit peu sans limite, avec des nouvelles thématiques qui sont extrêmement anxiogènes, la mondialisation, les questions écologiques, les questions complotistes, tout le contenu auquel nos jeunes ont accès via les réseaux sociaux et qui sont des contenus parfois non filtrés. Alors, ils arrivent aussi très bien à faire la part des choses, hein, mais ils sont quand même exposés à du contenu à forte charge émotionnelle, avec des messages qui peuvent être anxiogènes, et quand on y est exposé plusieurs heures par jour, eh bien, ça a des effets. Je dirais que le simple mot d'adolescence, ça définit ce flou ambiant, puisque quand j'étais interne, l'adolescence, c'était de 12 à 18 ans, début de l'adolescence, entrée en puberté, fin de l'adolescence, la majorité. Aujourd'hui, il y a les pré-ados, il y a les adolescents, donc je dirais que même au niveau de qu'est-ce que c'est que l'adolescence, c'est devenu flou. Donc comment un jeune va se repérer? À partir de quel moment il pourra dire à ses parents « merde » pour de bon, ou à partir de quel moment, eh bien, ce sera toujours un peu plus compliqué. Je répète toujours cette phrase de Claude Bursten qui disait « on sort de l'adolescence quand on s'occupe de son linge ». Ou quand on sait s'occuper de son linge et que c'est plus maman qui s'occupe de son linge. Je trouvais que c'était une assez bonne image de l'autonomisation. La famille change aussi, la structure familiale change aussi. Moi, je n'ai pas d'avis sur les modalités de structure familiale, mais peut-être que les familles actuelles, qui sont basées sur la dimension affective, la primauté de l'amour, et c'est très très bien, mais d'une certaine manière, l'enfant est l'aboutissement de ce système familial, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'enfant... il est très investi narcissiquement et affectivement par ses parents. Ce qui est très très bien, mais ça veut dire aussi qu'il a assez peu d'échappatoire. Et je le mettais, le cadre, le fait d'avoir des règles, c'est pas toujours très agréable, mais parfois on peut se protéger aussi derrière ces règles. Et les jeunes aujourd'hui, c'est pas tant s'opposer aux règles, leurs questions, alors que peut-être que dans ma génération ou dans vos générations, c'était la question, c'était de se débarrasser un petit peu des règles. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de liberté. Et la liberté, elle a aussi un prix. Je raconte toujours cette histoire, c'était une de mes jeunes patientes, un jour en consultation, grand problème, elle était invitée à une soirée un samedi soir et elle ne voulait pas y aller. Alors je lui dis, tu dis que tu ne veux pas y aller, enfin, c'est quoi le problème? Ah ben non, parce que si je dis, elle me dit, ah ben non, Lilou, c'était une de ses copines, elle a de la chance parce qu'elle ne veut pas y aller, et comme elle a des parents très sévères, elle va dire aux autres que ses parents ne veulent pas. Et les autres vont la croire. Je dis, t'as qu'à faire pareil. Enfin, on n'est pas censé donner des conseils, mais parfois. Elle dit, mais moi, c'est pas possible parce que mes amis, ils savent que mes parents, ils me laissent faire les choses. Ça veut dire que si j'y vais pas, je dois assumer que c'est moi qui ai pris cette décision. Et du coup, ça me met en difficulté vis-à-vis de mes amis. C'est une petite anecdote, mais pour dire que la liberté, elle a aussi un prix. Et voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Juste quelques mots sur le contexte actuel et l'impact du Covid. Le Covid, ça a été un moment extraordinaire, un moment où la planète entière a été confinée. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les adolescents, c'est la classe d'âge qui a présenté le plus de troubles psychiques à ce moment-là. Donc ce qu'on nous a toujours appris dans les livres, la vulnérabilité liée à l'adolescence, là, expérimentalement, on l'a vécu. Les adolescents et les personnes âgées ont été les plus impactés. Et globalement, tous les troubles psychiques, dépression, troubles de l'alimentation, tous les troubles psychiques ont augmenté, sauf la schizophrénie. Et ça, je trouve ça aussi incroyable, c'est que nos patients schizophrènes, c'est le bordel, et eux, ils vont bien, alors que le reste du temps, on les fait toujours passer pour des fous. Donc ça, j'ai trouvé que c'est une belle leçon, et c'est d'ailleurs ceux qui, au moment du Covid, me disaient « Et vous, ça va bien, Dr Rowling ?» C'était les plus normaux. Bon. En tout état de cause, comment on peut expliquer l'augmentation de l'ensemble des troubles psychiques? C'est que le Covid, situation de stress, et chaque individu va décompenser, entre guillemets,
selon ses propres vulnérabilités. Il y en a qui vont se déprimer, il y en a qui tout à coup vont beaucoup manger pour compenser, il y en a qui vont arrêter de manger, c'est pas mon cas. Mais en tous les cas, augmentation de tous les troubles psychiques et bien sûr augmentation des passages à l'acte suicidaire. Alors par rapport au Covid, on pourrait en parler pendant des heures sur l'impact du Covid sur la santé mentale des adolescents. Je crois que la question du lien social, la question de la corporéité et de la présence réelle de l'autre a été très importante pour nos jeunes et a été impactée à ce moment-là. Quand on leur demande des fois ce qu'ils font, ils squattent. Alors on leur dit mais qu'est-ce que vous faites quand vous squattez ? Ils squattent, ils sont ensemble, les uns à côté des autres. Et ça, c'est extrêmement important. On pourrait en parler longtemps. J'ai choisi peut-être de vous parler de l'impact du sommeil et des écrans sur le fonctionnement individuel et sur le psychisme, parce que, à mon sens, c'est une vraie question d'actualité et d'avenir. Et de plus en plus d'études sur le suicide montrent que le sommeil est un médiateur extrêmement important. Vous dormez pas, vous arrivez moins bien à vous réguler. Si vous faites une nuit blanche, le lendemain, vous allez être un peu irritable et peut-être vous allez vous mettre en colère beaucoup plus facilement, alors que d'habitude, vous ne vous mettez pas en colère. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, 40% des jeunes de 15 ans ont 2 heures d'aide de sommeil par nuit. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que quand on est chroniquement en dette de sommeil, ça a un impact au niveau de l'humeur, au niveau de l'attention, au niveau de la régulation émotionnelle. Et cette dette chronique de sommeil, on peut l'expliquer par différents facteurs, mais l'un des facteurs qui me paraît important, c'est la question des écrans. Développementalement, à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle un décalage de phase, c'est-à-dire lié à la production des hormones. La majorité des adolescents ont tendance à se coucher plus tard et à se lever plus tard, alors qu'on leur demande toujours d'aller à l'école le matin à 8 heures. On a tous dans la population des chronotypes différents. Moi, je suis plutôt couche-tard, lève-tard. Le matin, j'ai un peu de mal à me lever. Peut-être Delphine aussi, ou... je repère les chronotypes. Ma chef de service, elle est couche-tôt, lève-tôt. Donc, on a tous des préférences au niveau de notre propre rythme interne. Et si vous regardez au moment des vacances à quelle heure, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Donc, on a tous des préférences circadiennes. Et au moment de l'adolescence, on a un décalage physiologique qui se fait. Donc, ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est qu'on sait que il y a une sensibilité au niveau des noyaux suprachiasmatiques, au niveau cérébral. Il y a une sensibilité chez les adolescents qui est beaucoup plus importante à la lumière le soir. Et la lumière le soir, c'est notre plus puissant synchronisateur de notre horloge interne. C'est-à-dire que le soir, si on est devant un écran, notre cerveau, il entend quoi ? Il n'entend pas qu'il est 23h ou minuit ou 1h. Il se dit, on est en plein jour, donc je suis réveillé. Donc, quand ils éteignent leur ordi vers 1h du matin, c'est sûr qu'ils ne vont pas arriver à s'endormir avant au moins 2h du matin dans le meilleur des cas. Et quand il faut se réveiller le lendemain à 8h et qu'ils ont dormi 5h ou 6h, alors que normalement, on préconise 8 à 9h, on a des ados qui sont chroniquement en dette de sommeil et la privation de sommeil augmente la symptomatologie dépressive, l'inattention, l'hyperactivité, l'anxiété, globalement l'ensemble des troubles mentaux. Et j'avais fait une étude il y a quelques années où on avait exploré, avant la tentative de suicide, le sommeil chez les ados par rapport à d'autres ados en population générale. Et globalement, ils avaient 44 minutes de sommeil en moins par nuit et ils mettaient 30 minutes de plus à s'endormir. Pourquoi j'insiste sur le sommeil ? Parce que c'est potentiellement aussi sur le sommeil sur lequel on pourrait agir. Parce que là, c'est toujours pareil dans ces situations. Si vous êtes triste parce que vous avez perdu votre grand-mère, on ne va pas pouvoir ramener la grand-mère. Il va falloir du temps. Par contre, il y a des facteurs sur lesquels on va pouvoir agir très rapidement, mobiliser la famille, agir sur le sommeil, travailler avec l'école pour une bonne intégration scolaire, par exemple. L'école, juste 2 mots, parce que l'école, c'est quand même un sujet. L'école, c'est un catalyseur, c'est un révélateur des difficultés psychiques. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est l'endroit où finalement les exigences académiques vont mettre en tension le narcissisme. Si vous êtes en vacances, ça va bien. Mais quand tout à coup vous avez la pression
d'un résultat, et bien forcément ça va venir impacter au niveau psychique. Et c'est vrai qu'on a vraiment une saisonnalité en termes de consultation, en termes de demande, qui est très liée aussi au calendrier scolaire. Alors, certains jeunes évitent ce problème, hein. Il y a de plus en plus de situations de déscolarisation, on pourra en parler aussi. Et puis, pour d'autres, ça peut aboutir au passage à l'acte. Je voulais juste vous dire 2 mots sur le harcèlement. Le harcèlement, violence répétée, physique, psychologique, perpétrée par un ou plusieurs élèves par rapport à un autre élève qui serait en position de faiblesse et qui ne serait pas en capacité de se protéger, les agresseurs agissant dans l'intentionnalité de le nuire. Le harcèlement a toujours existé et peut-être existera toujours, mais s'il y a une chose qui a changé ces dernières années pour les ados, c'est toute la question du cyberharcèlement. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Globalement, 28% des jeunes déclarent avoir été au moins une fois victimes de cyberviolence. 6% des jeunes seraient auteurs directs et parmi ces jeunes, 30% auraient réitéré ces faits. Alors avec plein de techniques différentes, de sexting, d'usurpation de compte, enfin voilà, il y a toute des processus extrêmement aboutis. Mais je dirais que la problématique du cyberharcèlement, elle est multiple. Le premier aspect, c'est l'effet de dépossession. Si on vous interpelle en face à face, vous avez la possibilité de réagir, qu'on n'utilise pas toujours parce que souvent, par rapport à la violence, on est sidéré, on est scotché, et puis il faut un peu de temps pour pouvoir réagir. Mais quand vous êtes sollicité sur Internet, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous réagissez ? Et puis si vous réagissez et qu'après il y a 300 postes qui s'emballent et que ça emballe la machine, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il y a la question de la trace. Si vous êtes interpellé ou insulté en direct, peut-être que 2 heures après ou le lendemain, tout le monde aura oublié, alors que sur Internet, ça reste. Et puis il y a possibilité de faire des captures d'écran et de le réutiliser, etc. Il y a l'anonymat du côté des agresseurs qui potentiellement les libèrent pour pouvoir agresser les autres. Et je dirais qu'il y a vraiment tout un dispositif qui favorise une perte de contrôle qui est totale et un effet de dépossession que vivent les adolescents par rapport au cyberharcèlement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un phénomène qui est en explosion et à mon sens, et peut-être, et je suis sûre que la Maison des adolescents travaille en ce sens-là aussi, je crois que c'est vraiment un endroit où il faut pouvoir solliciter les décideurs politiques et puis l'industrie du numérique pour pouvoir faire quelque chose pour protéger les jeunes et puis donner aussi les clés aux plus jeunes pour se protéger. Alors pour résumer, l'adolescence, c'est vraiment une période de vulnérabilité où il y a tous ces remaniements psychiques internes qui rendent l'adolescent beaucoup plus sensible à l'environnement. Pour des jeunes qui évoluent dans un monde qui change de manière extrêmement rapide, un monde extrêmement complexe et un monde aussi où il y aura beaucoup d'attentes qui vont peser sur nos adolescents et notamment d'attentes en termes de résultats scolaires. L'ascenseur social ou la promesse sociale, est-ce qu'elle fonctionne encore ou pas ? En tous les cas, on voit bien que c'est extrêmement angoissant. Et pour un certain nombre de nos jeunes, eh bien, exister, le passage à l'acte, eh bien, leur permettra d'exister ou de buter contre quelque chose et de pouvoir justement, je dirais, plus se construire ou parfaire leur construction que mourir. Juste quelques mots aussi sur les conduites ordaliques ou toutes les conduites parasuicidaires pour les jeunes qui seraient dans des consommations excessives, des accidents de scooter à répétition ou autres. Il faut aussi toujours se poser la question, surtout chez les garçons, de l'intentionnalité suicidaire. Est-ce que j'ai encore 2-3 minutes ou pas ? Alors, comment accompagner ces jeunes en situation de crise ? Le SAMU, les urgences pédopsychiatriques fonctionnent. Si vraiment il y a une intentionnalité suicidaire importante, un risque de passage à l'acte extrêmement important.
Après, c'est toute la question de la distinction entre ce risque important d'idées suicidaires qui peuvent parfois faire partie même de la construction de l'adolescent, parce que c'est une forme de porte de sortie aussi, donc on pourra en parler, comment discriminer ces différentes situations. Ce qui est important en tant qu'adulte, c'est de pouvoir mettre en mots la demande de rupture. De pouvoir mettre en mots la demande de rupture, de pouvoir marquer la gravité de la situation aussi. Souvent, ils ont tendance à nous dire « Oh, mais c'est rien, oh, mais je voulais pas vraiment mourir. » Je dis « Oui, ça c'est peut-être la manière dont tu ressens les choses, mais moi, en tant qu'adulte, eh bien, je trouve que c'est inquiétant qu'à 17 ans, tu fasses une tentative de suicide et je suis inquiète pour toi. » Donc, marquer son inquiétude, marquer la demande de rupture, c'est-à-dire qu'est-ce qui était inacceptable pour toi, qu'est-ce qui a abouti ou pourquoi est-ce que tu as pris des médicaments, et essayer d'emblée de repérer les axes de changement possibles, la mobilisation de l'entourage, les ressources du jeune. Parce qu'au moment de l'adolescence, voilà, l'ado, il ne voit pas forcément ce qu'il y a autour de lui, voire il a besoin de se constituer en opposition. Donc c'est aussi notre fonction et notre rôle d'adulte de pouvoir lui rappeler ces choses-là. Et puis, verbaliser l'engagement du professionnel et ses limites. C'est-à-dire qu'on est là, on sera présent, mais on ne sera peut-être pas présent 24 heures sur 24. Et c'est normal parce que on ne travaille pas 24 heures sur 24. Et ça, nos limites, les adolescents, ils les connaissent et ils les comprennent et ils les acceptent très bien. L'importance du lien, je laisserai mes collègues en parler. La question du cadre, je dirais peu importe le cadre que vous allez pouvoir proposer, si vous pouvez rencontrer un adolescent une fois toutes les 3 semaines parce que c'est comme ça, c'est comme ça, hein. Il y a des situations idéales et puis il y a la réalité. Par contre, l'engagement qu'on prend, il faut pouvoir le tenir. Ça, c'est extrêmement important. Ils peuvent comprendre toutes nos limites, mais ils ne peuvent pas comprendre finalement qu'on ne soit pas fidèle à une parole donnée. C'est des situations où je crois que la proactivité est importante parce que c'est un acte qui nous interroge et qui nous questionne et qui doit nous mobiliser en tant qu'adultes. Même si on n'a pas toutes les solutions et même si parfois certains jeunes sont dans des situations extrêmement compliquées, placés dans des familles, victimes de maltraitance, mais il n'y a pas un enfant qui soit seul au monde. Il n'y a pas un enfant qui n'ait pas un adulte autour de lui. Alors ça peut être sa famille, ça peut être un professionnel, mais un enfant n'est pas seul au monde. Même si bien sûr on aimerait toujours que les situations soient idéales, on fait avec ce qui se présente. Au niveau de la prise en charge, juste pour vous dire que la majorité des situations ne sont pas hospitalisées. Dans le sens d'une hospitalisation de plusieurs jours, on est plutôt vraiment, on hospitalisera les situations psychiatriques ou les situations où il faut une extraction par rapport à l'environnement. Sinon, on va prendre un temps d'observation, un temps d'hospitalisation aux urgences, généralement une nuit et jusque le jour d'après. Et ensuite, on va plutôt partir sur un travail en ambulatoire avec un suivi rapproché qui, bien sûr, intégrera la famille. Travailler avec les liens, ça va être central, de pouvoir être un passeur entre le parent et le jeune, entre les autres adultes de l'environnement de l'enfant et le jeune. Et puis, l'un des éléments extrêmement importants aussi dans cette prise en charge, c'est de limiter l'accès aux moyens létaux. Et dans certaines situations, on va aussi mettre en place un plan de sécurité ou parfois même un contrat qu'on va faire avec le jeune. Là aussi, c'est une manière aussi de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Donc, en résumé, je crois que c'est important de changer de regard, que nous, on puisse changer de regard par rapport à ces situations qui sont angoissantes, mais là aussi, l'angoisse, on peut la verbaliser, on peut dire ce que tu me dis là, ça m'angoisse, et j'ai envie de dire, c'est normal qu'on soit angoissé par un jeune qui ait des propos suicidaires. Si on ne l'était pas, ce serait peut-être ça qui serait un petit peu bizarre. Ne faites rien aujourd'hui, hein. Souvent je leur dis, ne faites rien aujourd'hui, n'utilise pas une solution qui pourrait être définitive par rapport à des problèmes temporaires. Des fois je leur dis, mais écoute, moi, regarde aujourd'hui,
quand j'étais à ton âge, j'ai aussi eu des problèmes, et regarde aujourd'hui. Est-ce que tu crois que... Je comprends que ce que tu vis aujourd'hui à 15 ans, c'est extrêmement important pour toi. Tu penses qu'à 40 ans, ça aura la même importance ? Ah ben non, peut-être pas. Alors je leur dis un peu quelques éléments un peu plus personnels que je ne vais pas vous transmettre, mais ça les fait souvent rire. Et justement, l'idée c'est aussi de leur redonner un petit peu notre cerveau dans un moment où finalement ils sont dans une situation de désespoir et ils n'arrivent plus forcément à prendre de recul par rapport à leur situation. C'est des idées temporaires qui, dans 99,9%, finissent par disparaître. Et donc d'insister vraiment sur tous les éléments protecteurs et sur l'entourage. Juste pour vous dire qu'il y a des recommandations HAS qui datent de 2019, c'est un de mes collègues de Lille, Charles-Édouard Notre-Dame, qui les a rédigées. Elles sont extrêmement bien faites, avec des questionnaires, avec un certain nombre d'informations, et il y a des fiches techniques en fonction des professionnels, pour les professionnels de l'éducation nationale, pour les professionnels du monde social, du monde du soin, etc. etc. Donc n'hésitez pas, à froid, à vous taper HAS, recommandations suicide adolescent, et puis vous avez même un corpus de 200 pages, si vous voulez, pour les plus motivés. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Julie, je ne sais pas si vous m'entendez aussi avec celui-là, ce serait quand même plus facile. Merci beaucoup Julie pour ce partage. Je confirme, couche tard, lève tard, avec une différence quand même à un certain âge, c'est que l'écran le soir, on s'endort plutôt assez facilement bien devant. Parce que la sensibilité, ce qui n'est pas le cas des ados. Pour dire quand même, avant qu'on prenne peut-être 2-3 questions dans la salle, que je trouve particulièrement inspirante, cette proposition d'envisager la pratique que peuvent avoir nos ados des écrans sous une forme non moralisatrice, non totale. Je le dis mal, mais l'angle du sommeil, l'angle de la violence subie et de la façon dont on peut s'en protéger. Effectivement, la collectivité européenne d'Alsace a demandé tout récemment à la Maison des ados, je ne pense pas que tu le saches, mais comme tu l'as visiblement peut-être un peu deviné, aux 2 maisons des ados, celle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de construire une plateforme ressources en matière de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc on va être amené, on était justement hier en réunion avec la MDA du Haut-Rhin, on va être amené à creuser cette question-là. Et on y tient beaucoup pour l'envisager de façon non moralisatrice et je dis non totale parce que c'est pas une histoire de vision binaire oui, non, les écrans c'est bien ou c'est mal, c'est comment ça c'est utile pour eux et comment on peut les aider autant que faire se peut à partir de ce qui nous en explique d'ailleurs souvent de comment ça marche. Et j'en profite au passage pour vous recommander la série Adolescence sur Netflix qui est vraiment très instructive. Est-ce qu'il y avait des questions pour Julie Rolling ? Merci. Moi j'ai une question. Vous aviez parlé brièvement de l'attachement. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, je peux. Et sur la question des écrans, pourquoi je profite toujours un peu de ces présentations pour amener des éléments neurobiologiques, parce que c'est souvent un point de crispation avec les parents, cette question des écrans, et ça permet aussi du coup de mettre du tiers et de remettre des éléments un peu plus objectifs aussi qui ne seraient pas liés à la seule intentionnalité ou au fait qu'ils ne fassent pas assez d'efforts pour être moins présents devant les écrans. L'attachement qui est du coup ce que l'enfant, ce que le petit bébé va nouer avec sa figure d'attachement principale pendant les 2-3
premières périodes de la vie, bien sûr pendant toute sa vie, mais surtout pendant ces périodes-là, eh bien finalement l'attachement va être à la base de notre sentiment de sécurité interne. L'attachement, la qualité de l'attachement et surtout le fait d'avoir un attachement sécure, donc lorsque le bébé expérimente que finalement quand il est en situation de détresse, l'adulte réagit, intervient de manière adaptée, pas tout de suite de manière totale ou dans le collage, et pas non plus 3 heures après ou de manière désordonnée, mais vraiment de manière adaptée, et bien toutes ces expérimentations que le bébé fait petit, et bien ça va lui permettre de sécréter de l'ocytocine et ça va lui permettre de s'auto-réguler. Ça va activer le système de régulation du stress. Donc ça, c'est quelque chose qui se constitue pendant l'enfance. Et on pourrait dire que ça met en place vraiment les fondations, les bases du sentiment de sécurité et du sentiment de continuité de l'individu. Au moment de l'adolescence, il va y avoir une réactualisation d'un certain nombre de choses qui ont pu se passer pendant la petite enfance, et notamment un réaménagement relationnel avec ses parents, c'est toute la question de la séparation, mais aussi avec des nouvelles modalités relationnelles qui vont se constituer avec d'autres, sous l'apparition de la séduction ou de nouvelles modalités relationnelles. Et ce qu'on sait, c'est que les troubles de l'attachement, eh bien, vulnérabilisent à des difficultés de régulation émotionnelle importantes et une impulsivité importante, ce qui fait qu'au moment de l'adolescence, eh bien, ce sont des personnes qui présentent plus de risques de passer à l'acte, en situation de stress, en situation de détresse, d'être en incapacité de mobiliser leur cerveau cognitif et d'exploser émotionnellement. Dans les situations extrêmes, dans les situations pathologiques, je dirais, les enfants, les bébés pour lesquels il y a vraiment eu des troubles de l'attachement extrêmement importants, voire des maltraitances, eh bien, c'est des individus qui, par exemple, peuvent se constituer sur un mode de trouble de la personnalité, comme par exemple le trouble de la personnalité borderline, où du coup ça va être des individus extrêmement instables, avec une prépondérance du passage à l'acte quasiment pendant toute leur vie. Ça, c'est vraiment dans les cas, je dirais, extrêmes, mais pour voilà, les personnes où il pourrait y avoir des vulnérabilités, eh bien cette vulnérabilité associée à ces modifications liées à l'adolescence et notamment ces dysrégulations spécifiques à l'adolescence, il va y avoir un effet cumulatif qui fait que ce sont des personnes qui ont plus de risques. Voilà. Une autre question ? Quand il y a une tentative de suicide, là, les parents, je donne la situation, ce sera peut-être plus simple. Les parents sont venus, la maman est venue chercher le jeune homme, il a été emmené aux urgences. Effectivement, il a passé une nuit à l'hôpital pour l'évaluation, comme vous le disiez, et le lendemain, il est revenu au lycée. Donc le proviseur, lui, n'était pas sûr de la capacité de ce jeune à rester au lycée. Donc il a été, pendant une semaine, le proviseur a proposé de le laisser à la maison pour qu'il se repose, pour qu'il aille en soins, et d'avoir un courrier du psychiatre ou de quelqu'un pour dire qu'il était en capacité de revenir au lycée. Moi, ma question, c'est, avec ce que vous venez de dire, entre une journée à 6 mois, ce courrier, il ne sert pas à grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du lycée pour se sécuriser et aider ce jeune ? Ouais, je vais répondre de manière très provocante, parce que je côtoie des ados depuis quelques années, donc ils déteignent un peu sur moi. Est-ce que c'est lui qui n'était pas en capacité de revenir, ou est-ce que c'est les adultes qui se sentaient insécurisés à le réaccueillir ? C'est de la provoque, hein, vous m'excuserez. C'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, mais j'entends, normalement, à la sortie des urgences, ils sortent tous avec un courrier. J'entends peut-être effectivement qu'on pourrait faire un courrier vis-à-vis de l'école. Habituellement, ce qui est fait, c'est que l'infirmière scolaire ou l'équipe éducative est prévenue si le jeune et sa famille sont d'accord.
Et c'est là où il va y avoir des ados pour lesquels on va vraiment... Il y a des ados qui seront hospitalisés, des ados pour lesquels finalement on va leur faire une interruption temporaire pendant 3-4 jours, voire une semaine, et d'autres qui vont retourner directement le lendemain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va être discuté avec le jeune et sa famille. Et c'est toute la question aussi de la stigmatisation. C'est-à-dire, l'une des questions qu'ils ont souvent, c'est « mais du coup, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire à l'école ? Qu'est-ce que je vais dire à mes camarades ?» Moi, je leur dis tu dis ce que tu veux. Enfin, je veux dire, le secret médical fait que tu dis ce que tu veux par rapport à ça, tu es libre. Et par rapport à ça, un certain nombre ne souhaitent pas forcément, justement, être identifiés comme jeunes suicidants. Pour d'autres, ils vont en jouer aussi, peut-être, c'est possible. En tout état de cause, dans ces situations-là, faut jamais hésiter à recontacter les urgences, ou généralement c'est les urgences d'Aude-Pierre, les urgences pédiatriques, ou à appeler le service de pédopsie, puisque c'est nous qui intervenons aux urgences. Vous demandez la secrétaire, il a été vu hier, elle sait très bien quel est le pédopsychiatre qui est intervenu, et à ce moment-là, on peut discuter directement si le jeune est d'accord. Mais c'est vrai que c'est très variable, il n'y a pas de process. Pourquoi ? Parce que nous, au niveau thérapeutique, ça va vraiment être une manière aussi de le ressaisir de son existence et de lui faire aussi un minimum confiance. Dans cette situation, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'est du défaut de transmission ou est-ce que effectivement c'était sa volonté à lui de normaliser aussi ce passage à l'acte ? Parce que les jeunes évoluent aussi avec leur époque et le passage à l'acte est aussi devenu un vrai sujet. C'est-à-dire que certains ensuite, en parlent aux autres ou pour d'autres pas du tout. C'est aussi une de nos questions à nous, c'est que ça ne devienne pas l'unique moyen de chercher de l'attention. En tous les cas, voilà, ça peut potentiellement, c'est quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas forcément. Et généralement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande quel est l'adulte en qui tu as confiance à l'école. Alors, il y a souvent des jeunes filles d'ailleurs, qui vont nous dire le CPE, l'infirmière scolaire, etc. Et donc, du coup, ça nous permet de solliciter cet adulte de confiance. Et ou pour d'autres, ce sera vraiment, il y aura des réticences importantes. Et à ce moment-là, nous, puisque généralement on les revoit dans les jours suivants, c'est quelque chose qu'on va travailler à distance. Mais c'est une manière aussi pour nous de créer une accroche et qu'il y ait une alliance. Et dans certaines situations, ça passe par effectivement... tu veux pas que ce soit dit. Si nous, on considère que du coup, il n'y a pas de risque important, s'il y a un risque important, là, on fait complètement différemment. Et à ce moment-là, s'il y a un risque important, on va prévenir tout le monde et faire un cordon de sécurité autour de l'enfant. Mais si on considère qu'il n'y a pas de risque important et que c'est sa volonté, notre priorité, c'est vraiment pouvoir créer une accroche et une alliance avec le jeune. Merci beaucoup, Julie. Je vais passer la parole, même si ça va susciter sûrement des frustrations, au docteur Hélène Copé. Et vous intervenez à deux voix ou... D'accord, très bien. Madame Ménis pour les questions. Provocantes ou pas provocantes. Pour même format, une intervention comme vient de faire le docteur Rolling, et puis des questions donc que vous pouvez préparer pour la fin de la matinée. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe de la Maison des Ados pour l'organisation de cette journée. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour aborder ce sujet ô combien important et qui nous touche tous dans notre vie au moins professionnelle, donc celui de la prévention du risque suicidaire. Donc Albert Camus disait dans son essai philosophique « Le mythe de Sisyphe » qu'il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans ce contexte de post-pandémie où on observe à l'échelle nationale
une dégradation globale de la santé mentale, et particulièrement chez les jeunes, avec une majoration à la fois des consultations et des hospitalisations pour idées suicidaires et tentatives de suicide, et donc notamment chez la jeune fille de moins de 25 ans. Et c'est la question qui va nous animer aujourd'hui finalement, comment est-ce qu'on peut prévenir le risque suicidaire ? Et je vous propose pour cela d'abord de revenir sur l'histoire de la prévention suicidaire pour comprendre un petit peu comment se sont mis en place les dispositifs d'aujourd'hui et comprendre un peu comment est-ce qu'on pourrait les adapter pour demain. Donc déjà, la question du suicide, ça paraît être une histoire à peu près aussi vieille que l'humanité, et pourtant l'histoire de la prévention suicidaire, c'est quelque chose de relativement récent. Le suicide, au départ, ça a été considéré pendant plusieurs siècles, non pas comme une question de santé, mais plutôt comme un phénomène moral, sociétal, tantôt condamné, tantôt défendu, donc à Athènes, à Rome. Puis ça devient principalement une question religieuse, notamment au Moyen-Âge, et judiciaire, qui est condamnée à la fois par les religions monothéistes et par la monarchie, parce que se tuer soi-même, c'est tuer un sujet du roi. L'acte suicidaire en France, il n'est dépénalisé que très tard, en 1810 sous Napoléon, et il faudra attendre le 19e pour que le suicide soit envisagé sous le prisme d'une pathologie, donc tout d'abord de la société, notamment avec les travaux d'Émile Durkheim, où le suicide signe une société qui est malade, et sous le prisme de la santé individuelle, notamment avec les premiers aliénistes, les premiers psychanalystes, et donc la naissance de la psychiatrie. Les premières mesures de prévention du suicide, elles apparaissent que bien plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ça apparaît plutôt dans le monde associatif. Le premier centre téléphonique de crise, il est fondé par le révérend Chad Vara en 1953. C'est là d'où viennent les Samaritains, donc les Samaritains. Et comme beaucoup d'actions futures dans la prévention du suicide, le projet, ça naît d'une expérience personnelle. En effet, parmi les premières funérailles qu'il a officiées, on raconte qu'il a été marqué par l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui avait laissé un écrit disant qu'elle s'était suicidée pour n'avoir eu personne avec qui parler. Et c'est comme ça qu'il décide de former cette plateforme. En France, il faudra attendre plutôt les années 50, 60 pour voir la création des premiers centres d'accueil, mais surtout de la première plateforme téléphonique qui est SOS Amitié, qui existe toujours aujourd'hui, en 1961. Et SOS Amitié a été reconnu d'utilité publique en 1967. L'un des événements qui va être marquant pour la reconnaissance publique de la problématique du suicide, ça va être la publication en 1969 par l'OMS du premier papier qui avait été consacré à la prévention du suicide dans le monde, avec au décours en France la naissance des GEPS. Et donc pour la première fois de son histoire en 1969, le suicide se voit reconnaître comme un véritable problème de santé publique sur lequel il faut agir. Au niveau gouvernemental en France, un programme national de prévention ainsi qu'une stratégie nationale de prévention du suicide va naître dans les années 2000-2005 sous Kouchner. Et le dispositif Vigilance, que je détaillerai plus loin, naît lui en 2015. Et en 2018, sous Agnès Buzyn, vont être élaborées les premières feuilles de route de la santé mentale et de la psychiatrie, avec une réflexion qui devient multimodale autour de la prévention suicidaire, avec le déploiement de Vigilance à l'échelle nationale et la création du 3114 en 2021. 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Et donc finalement, le dispositif Vigilance, à qui ça s'adresse, comment ça a été mis en place et surtout pourquoi ? Donc Vigilance, c'est un dispositif de prévention secondaire. Ça veut dire que c'est un protocole de recontact de patients qui ont déjà fait un passage à l'acte, et ça va être un protocole de recontact pendant les 6 mois qui suivent ce passage à l'acte. Donc le but principal, c'est d'éviter une réitération suicidaire. Comme beaucoup de projets dans la prévention du suicide, l'idée naît d'une expérience personnelle, et c'est celle du docteur Moto à San Francisco, qui est un psychiatre aux urgences, qui découvre un écrit d'un de ses patients qui est décédé par suicide, qui était passé aux urgences de San Francisco, un écrit qui disait « Je vais aller sur le pont, mais si quelqu'un me sourit en chemin, je ne sauterai pas ». Il décide alors de créer son dispositif en 1969, où il va recontacter systématiquement tous les patients qui sont passés pour gestes suicidaires aux urgences de San Francisco, en leur écrivant des cartes postales qu'il va écrire à la main. Donc c'est quand même un sacré travail. D'abord tous les mois, puis tous les 2 mois, puis tous les 3 mois, et ce jusqu'à 5 ans après leur passage aux urgences. Toutes les cartes postales, elles sont écrites à la main, elles sont personnalisées au nom du patient, elle est signée par l'équipe des urgences de San Francisco en disant « Si jamais vous avez besoin de nous, on est là, vous pouvez venir consulter ».
Basé sur ce modèle, il y a une étude française qui va être menée en 2013 par l'équipe du professeur Veva à Lille, donc une équipe randomisée contrôlée, donc avec un bras contrôle qui bénéficie d'une prise en charge classique et un bras avec un dispositif qui va s'appeler Algos. Ce dispositif, ça reprend finalement le principe du docteur Mato. Donc, il va y avoir un recontact pendant les 6 mois qui suivent leur passage aux urgences pour geste suicidaire, à la fois par carte postale, mais aussi par appel téléphonique. Et il y a la création aussi à ce moment-là de la notion de carte ressource, donc une carte avec le numéro des urgences que les patients peuvent rappeler. Suite à cette étude, les résultats sont très positifs. Ils observent au sein de leur hôpital une diminution du nombre de décès, une diminution des récidives et même une diminution des conduites à risque parasuicidaires dont vous parliez tout à l'heure, type scarification, etc. Et là-dessus, Vigilance est née. Donc Vigilance, c'est au départ testé dans plusieurs villes en France en 2015. Il y a un projet de nationalisation qui démarre en 2018. Pour vous donner un exemple, Antenne Alsace, elle ouvre en 2021. Et aujourd'hui, le dispositif recouvre l'essentiel du territoire métropolitain, ainsi que la Réunion, les Antilles et la Guyane, pour une trentaine de centres ressources au total. Et donc Vigilance, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde, à tous les patients de tout âge, après un passage à l'acte suicidaire. Vous avez peut-être entendu parler de Vigitins. Vigitins, c'est la même chose que Vigilance. C'est en fait le nom qui a été donné au dispositif, qui est renforcé et étoffé pour les patients mineurs, avec en plus de cartes postales et de coups de fil téléphoniques, des SMS, ainsi que des contacts qui vont être pris auprès d'un adulte référent, qui peut être le parent, qui peut être l'éducateur, qui peut être n'importe qui autour du jeune. Et cette antenne-là, elle existe depuis septembre 2023 en Alsace. Il faut savoir, comme ça vous touche moins, mais il y a des travaux qui sont en cours dans certaines régions pour toucher d'autres populations à risque, notamment les personnes âgées, avec plein de travaux qui sont réalisés à Toulouse, et également le milieu carcéral, avec des travaux qui sont faits à Lille pour ça. Et donc, si je résume un petit peu, Vigilance, c'est un dispositif de rappel de patients qui ont fait un passage à l'acte. Mais on peut se poser un petit peu la question, à quoi ça sert de les rappeler ? Pourquoi est-ce qu'on les rappelle et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait, comme d'autres plateformes, un numéro vert que les patients peuvent solliciter de leur côté sans qu'il y ait une action de notre part ? Déjà, au niveau des chiffres, Julie en a parlé un petit peu tout à l'heure, la plupart des patients qui sont décédés par suicide, ils avaient réalisé en réalité un passage à l'acte suicidaire au préalable. Et on estime que parmi les patients qui vont récidiver, 75% des patients vont le faire dans les 6 mois qui suivent la première tentative de suicide. Et on sait qu'avoir réalisé un geste suicidaire, c'est un facteur de risque très fort de nouveau passage à l'acte. Et sur la vie entière, un patient qui a fait un passage à l'acte suicidaire, il a un risque multiplié par 4 de décéder par suicide. On parlait tout à l'heure de la question du lien. Si on va d'un point de vue philosophique, Vigilance, ça repose sur différentes choses, notamment sur un principe de souci de l'autre, sur un principe de sollicitude prévenante, ou encore de ce qu'a appelé Michel Cornu, qui est un philosophe suisse contemporain, ce qu'on appelle l'éthique de l'inquiétude. Si je résume un petit peu tout ça, l'idée principale, c'est de maintenir un lien avec le patient, c'est d'aller vers l'autre dans un moment de fragilité où potentiellement il ne peut pas le faire de lui-même. C'est le principe de s'inquiéter et de veiller sur l'autre avec bienveillance sans surveiller. L'idée, c'est de ne pas être intrusif, mais c'est d'être présent et de faire sentir à la personne qu'on est là. Et surtout, ça fonctionne. Sur la dernière étude de Santé publique France de 2019, on note que pour une pénétrance de 50%, donc ça veut dire qu'on a un patient sur 2 après un passage à l'acte suicidaire qui est inclus dans Vigilance, on a une baisse globale des réitérations suicidaires de 38%, ce qui est énorme. Et donc si on résume, Vigilance, c'est pour tout patient qui a fait un passage à l'acte suicidaire ou ayant réalisé un passage à l'acte dans les moins de 6 mois. Parce qu'on ne veut pas s'intéresser qu'aux patients qui passent aux urgences, on veut aussi s'intéresser aux patients où vous êtes en cabinet, vous êtes infirmière scolaire, et le jeune vous dit « Ah bah la semaine dernière, j'ai fait un passage à l'acte ». On s'intéresse aussi à ces patients-là. Pour adresser, c'est tout professionnel, toute structure qui prenne en charge le patient. Donc classiquement, c'est effectivement le service d'accueil des urgences, ça peut très bien être un service d'hospitalisation, ça peut être de l'ambulatoire, ça peut être le médecin traitant, le psychologue, l'infirmière scolaire. On fonctionne par une fiche d'adressage qu'on vous enverra si jamais vous la voulez. Il faut effectivement informer le patient, évidemment.
lui donner la fiche d'information et notre carte ressource avec notre numéro vert. Parce que certes, on fonctionne par un système de rappel, mais les patients bénéficient aussi d'un numéro vert et les patients peuvent nous appeler quand ils veulent. L'important, c'est qu'on ne se substitue pas au parcours de soins, on le complète. L'idée, c'est vraiment de tisser un réseau de soins, de former un filet de sécurité autour du patient durant cette période de fragilité et à haut risque, qui sont les 6 mois après un passage à l'acte suicidaire. Donc ça, c'est notre fiche d'inclusion qui paraît un peu énorme comme ça, mais en gros, les grandes informations. C'est le nom du patient, évidemment. C'est son numéro de téléphone, évidemment, on va l'appeler. Si jamais c'est un mineur, le numéro et le nom de son adulte référent, ça peut être un parent, ça peut être l'éducateur, et son numéro de téléphone parce qu'on va les appeler aussi. Et surtout le nom également d'un professionnel de santé, ça peut être son médecin traitant, ça peut être le psychiatre, ça peut être le psychologue, finalement la personne que la personne désigne aussi, parce que pareil, on va les appeler. Et également leur adresse, parce qu'on leur envoie des cartes postales. Donc si je reprends, ça c'est la note d'information et la carte ressource, on a ramené les exemplaires, on pourra vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et donc concrètement, comment ça fonctionne Vigilance ? En fait, une fois que le patient est inclus dans le dispositif, il va être recontacté automatiquement, approximativement à J10, J21 du passage à l'acte ou de la sortie d'hospitalisation s'il était hospitalisé, à 3 mois également et à 6 mois. Il y a un courrier qui sera réalisé à la suite de ces appels et qui sera envoyé aux professionnels renseignés, résumant l'appel et globalement, est-ce qu'on est inquiet ou est-ce qu'on ne l'est pas. Pour les patients mineurs, ils sont contactés au minimum 1 fois par mois, donc c'est un dispositif qui est un peu plus étayé, avec une alternance entre des SMS, des cartes postales et des coups de fil. L'adulte référent, il est également automatiquement appelé, si on est inquiet évidemment, et également pour faire un bilan aux 6 mois. En plus de ça, les patients peuvent nous appeler quand ils veulent avec le numéro vert. On peut également, si jamais on est inquiet, organiser des appels supplémentaires qu'on appelle les appels intermédiaires. Et on peut appeler évidemment le référent ou un professionnel si pareil on est inquiet et qu'on a besoin de discuter de la situation. Tous les entretiens téléphoniques ils sont effectués par ce qu'on appelle des vigilanceurs, qui sont des infirmiers, des infirmières ou des psychologues qui sont formés à la gestion de la crise suicidaire. Donc en Alsace, on a 3 infirmières et 2 psychologues à mi-temps. Et leur but, c'est évidemment d'évaluer le risque suicidaire. Est-ce qu'il y a un risque suicidaire au moment de l'appel? Est-ce qu'il y a besoin d'intervenir? On peut être amené à appeler le 15, ce genre de choses, quand il y a des situations vraiment complexes. Mais l'idée, c'est aussi d'identifier les besoins du patient, de voir si jamais c'est des modalités de crise plutôt psychosociales, donc en dehors d'une pathologie psychiatrique, mais plutôt d'ordre réactionnel à quelque chose qui se passe. Si jamais le patient a pu mettre en place certaines stratégies d'adaptation, si jamais elles sont adaptées, on va les valoriser, on va potentiellement en proposer d'autres. On va essayer d'identifier un petit peu les ressources qui sont autour de lui. Pareil, essayer de l'encourager à aller vers ces ressources et lui en proposer d'autres. On fonctionne aussi avec beaucoup de partenaires, d'associations. On peut adresser vers des assistantes sociales, vers des PMI, vers des soins, vers la dictologie, des choses comme ça. On essaye d'apporter le plus de conseils possible et le plus de ressources pour le patient pour l'aider à traverser cette période très complexe et l'aider à traverser et à s'adapter un petit peu à la situation qu'il vit. Donc l'équipe de Vigilance Alsace, elle est composée de 7 personnes, donc moi-même qui suis la médecin coordinatrice. On est 5 vigilanceurs donc à mi-temps, une secrétaire, et donc Madame Ménis qui est avec moi aujourd'hui, qui est infirmière coordinatrice avec moi. Et là, je vous adresse un petit peu un exemple des cartes postales qu'on peut envoyer. On essaye de les adapter aussi au jeune âge. On a gardé le principe du docteur Moto. Toutes les cartes postales, elles sont écrites à la main. Elles sont personnalisées au nom du patient. C'est signé par l'équipe Vigilance. Ça peut être adapté suite à l'appel où la personne nous a parlé de quelque chose de particulier. Donc, on fait un petit rappel dessus. Ou si on est particulièrement inquiet, on dit voilà, on vous a pas eu au téléphone, on est quand même inquiet. On sait que le médecin traitant s'inquiète. N'hésitez pas à nous appeler si ça va pas, ce genre de choses. En plus de l'activité clinique, on fait aussi des activités de santé publique. Donc là, je vous ai mis aussi les photos d'une dernière intervention au 5 février, qui est la journée nationale de prévention du suicide, où on avait fait un stand à l'hôpital du NHC, en collaboration avec le 3114, dont le centre est localisé à Nancy, et avec la médecine de santé au travail, parce qu'on s'inquiète aussi de la santé de nos professionnels.
Donc là, je voulais vous montrer un petit peu. Donc Vigitine, c'est un petit peu récent dans l'activité Alsace, c'est né en septembre 2023. Donc là, je vous ai sorti un petit peu les chiffres de 2024. Donc ça représente quand même une certaine quantité de patients. On est à peu près à moins de 20% de la file active. C'est très préférentiellement des femmes, des jeunes femmes, avec une répartition au Rhin-Bas-Rhin de 40-60 à peu près. À noter qu'on a 56% de primo-suicidants, ce qui veut quand même sous-entendre qu'on a 44% de gens qui avaient déjà réitéré. Et dans la patientèle, on a à peu près une majorité de 14-15 ans. Le message que je voulais faire passer aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls à faire de la prévention du risque suicidaire. Vous le faites tous potentiellement dans votre travail au quotidien, ainsi que de nombreuses associations et de nombreux organismes en France. Je vous ai recensé un panel pas du tout exhaustif, mais qui existe et qui existe notamment en Alsace. Donc évidemment le 3114, vigilance. Je vous ai mis d'autres choses, notamment le fil santé jeune pour tout ce qui est question de mal-être de l'adolescent. Si jamais vous êtes concerné aussi, je pense notamment aux parents, il y a la ligne Agri-Écoute qui existe pour la population des agriculteurs, qui est gérée par la MSA, qui peut apporter du soutien et des aides spécifiques pour cette population qui est un petit peu particulière. Tout en bas, vous voyez aussi le logo d'Espoir, qui est une plateforme gérée par le CHU de Lyon, qui recense toutes les ressources disponibles pour les endeuillés par suicide au national. Donc si jamais vous avez des parents qui sont concernés, n'importe qui est concerné et qui cherche un petit peu des ressources et vers qui se diriger selon où il habite, vous pouvez aussi aller voir ça. Et également pour Parents Enfants, c'est une association parisienne aussi pour notamment les parents endeuillés. Et je voulais finir avec un petit peu de l'actualité. Alors, grâce au travail de chacun, les décès par suicide ils sont en baisse depuis les années 90 en France. C'est ce qu'on voit sur la courbe là, qui ne fait que descendre. Ça, c'est le dernier rapport de l'Observatoire national du suicide qui est sorti là tout début mars, où on note un espèce de plateau là depuis les années 2020 qui est un peu difficile à interpréter. De façon un peu négative, on pourrait se dire, est-ce qu'on arrive, certes nos actions de prévention sur le suicide sont efficaces manifestement, est-ce qu'on arrive à un espèce de limite de ces effets? C'est une des façons d'interpréter ça. De façon un peu plus positive, on aurait pu s'attendre à une montée un peu en flèche des décès par suicide en ce contexte de post-pandémie, puisque à chaque fois qu'il y a des grandes catastrophes, des pandémies, la guerre mondiale, des choses comme ça, on a plutôt tendance à avoir une baisse des suicides pendant ces périodes-là et une réhausse après. Donc est-ce qu'au contraire, on peut se dire, ça n'a pas vraiment majoré, c'est probablement que nos dispositifs sont quand même relativement efficaces. Par contre, ce que je tiens à signaler, c'est que ce rapport, il s'inquiète quand même, parce que même si, alors Julie l'a exprimé tout à l'heure, mais ce n'est pas exactement la même population qui fait des tentatives de suicide et qui décède par suicide. Autant les tentatives de suicide, c'est plutôt la jeune femme de moins de 25 ans, autant, et ça a toujours été constant en France, les personnes qui décèdent par suicide, c'est plutôt des hommes. On a à peu près 3 hommes pour une femme, et c'est ce que vous voyez dans le graphique en haut. En bleu, c'est les décès des hommes, et en vert, c'est les décès des femmes. Donc on est à peu près à 3 pour 1. Et c'est plutôt des hommes âgés. Les périodes un peu à risque, c'est l'homme de plus de 45 ans, avec une période particulièrement sensible qui est entre 45 et 65, et après plus de 75 ans. Et le dernier rapport montre une majoration des décès chez la jeune fille de moins de 25 ans, ainsi que chez l'homme de plus de 85 ans, donc une espèce de majoration des décès dans les âges extrêmes de la vie, qui peut poser un petit peu question sur nos actions de prévention, qui ont l'air de cibler plutôt la population active, donc les 25-65, et ça pose un peu question sur comment est-ce qu'on pourra adapter plus tard nos actions de prévention, savoir comment mieux cibler aussi ces âges-là et notamment comment mieux cibler les adolescents. Il y a plein de travaux qui se font en ce moment là-dessus, avec notamment la sollicitation des pères aidants, des patients experts, pour pouvoir mieux identifier aussi les besoins de ces populations-là et pouvoir mieux adapter nos dispositifs de prévention du suicide. Et j'espère en tout cas, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objectif de ce genre de journée, qu'on puisse tous réfléchir un petit peu à ça et devenir les acteurs de la prévention du suicide de demain. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaissait bien
vigilance. Moi, la première, pourtant j'ai quand même le plaisir de travailler régulièrement avec Charles-Édouard Notre-Dame, donc j'ai presque honte, qui en parle quand même régulièrement, tout comme du 31-14, mais je crois que des fois les choses sont un peu indifférenciées, effectivement. Est-ce que peut-être il y a des questions, puis je vais vous proposer de vous rapprocher, Madame Ménis, si vous voulez. On a des exemplaires, d'ailleurs, si j'ai bien compris, là, de cartes postales. Vous allez laisser un carnet aussi si vous voulez inscrire votre mail quand on vous envoie la fiche d'adressage, si ça vous intéresse. Qui est là. Et je vous ai mis un petit carnet si vous avez besoin d'avoir cette fiche. Et des cartes en 14 aussi. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, du coup. Ah oui, allez-y. Oui, je voulais vous demander, du coup, vous avez dit, on prévient évidemment le patient, donc pour nous, dans une majorité des cas, ça va être des adolescents, donc des mineurs. Est-ce qu'on est dans l'obligation, alors vous avez dit évidemment de solliciter l'entourage, est-ce qu'il y a une obligation aussi de prévenir les parents, en sachant que dans certaines situations, il y a peut-être d'autres personnes de l'entourage que les parents qui seront plus ressources pour ces jeunes patients? En fait, effectivement, il faut l'autorisation parentale. Alors après, sinon, il y a des jeunes dans des foyers, c'est l'éducateur. On a un lien avec l'éducateur. Voilà. Après, parfois, le jeune aussi, il a une préférence entre est-ce qu'on prévient maman ou papa. Et on peut prendre en compte cette différence-là. Hein. Il y a certains jeunes qui nous disent c'est plus compliqué avec un des deux parents, je préfère que vous appeliez ma maman, c'est plus facile de discuter. Ça se fait sans souci. Hein. Mais effectivement, comme ça reste des patients mineurs, alors autant il n'y a pas besoin d'autorisation écrite, c'est un accord oral. C'est ça. Mais forcément, on va entrer en contact avec ces patients-là. S'ils ne savent pas qui on est, c'est un petit peu délicat. Mais, ça peut être une marraine. Voilà. C'est pas nécessairement la personne qui a un autre parent, c'est un avis de mais en fait, ça va être surtout en fait, la personne qui va chercher le jeune aux urgences. C'est là que ça se fera. Mais alors, oui, mais par exemple, pendant notre entretien avec le jeune, parfois, si ça peut être compliqué avec la relation avec le parent, c'est le jeune qui va nous guider. Si maintenant, il préfère qu'on appelle quelqu'un d'autre, eh ben, s'il y a lien de confiance avec cette personne, on va l'appeler. Voilà. Et après, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est plutôt le jeune aussi qui va nous guider pendant l'entretien téléphonique. Du coup, ça veut dire que le petit jeune qui est passé par les urgences, Oui. il va forcément, vous allez forcément, l'équipe va forcément... J'aimerais bien. Ah, ça marche. Oui, faut qu'on nous l'adresse. Il faut qu'on vous l'adresse. Il faut que l'équipe qui le prend en charge à l'hôpital vous l'adresse. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Toute personne qui a fait une tentative de suicide peut rentrer dans le dispositif vigilance. Il faudrait que l'on lui propose le dispositif vigilance. Tout âge, hein. Donc là, effectivement, c'est pas les mineurs, mais adultes. Ça marche pas, je parle pas assez fort. Oui, voilà. Mais effectivement, et donc c'est tout professionnel de santé qui peut entrer, mais en expliquant aux jeunes, effectivement, il y a ce dispositif qui existe. On ne fait pas de suivi, c'est un accompagnement, c'est comme le docteur Copé a dit, c'est un filet de sécurité. Il peut nous appeler si par exemple il va pas bien, il est en crise, ça va pas, voilà. Donc on sera là pendant ces 6 mois. Et après aussi, s'il sera toujours là. Aussi, parce que là maintenant, moi, l'événement dont j'ai parlé, c'était il y a plus d'un mois. Est-ce que je peux quand même lui en reparler? Il faut lui en parler et s'il est d'accord, ben, vous pouvez l'entrer dans le dispositif et après on fera le nécessaire et on va contacter le jeune. Nous, arbitrairement, on a fixé la limite à 6 mois. C'est ça. Si vous entendez parler d'un passage à l'acte de moins de 6 mois, vous pouvez l'inclure. En fait, l'idée, c'est vraiment de tisser un réseau sur une situation aiguë. Donc c'est sûr que si le geste il date d'il y a 1 ou 2 ans, c'est plus forcément très pertinent. Par contre, si le geste est de moins de 6 mois, si on vous dit à l'école, ah bah il y a 3 mois, j'ai pris les médicaments de maman et je voulais mourir et je l'ai dit à personne, vous pouvez l'inclure. Oui. Et tu continues sur le site. Voilà. À partir de l'inclusion, pendant 6 mois, il sera dans nos dispositifs. Après, au bout de 6 mois, effectivement, ça s'arrête. Enfin, nous, on ne fait plus d'appel. Mais le jeune, n'importe qui peut toujours nous rappeler. Voilà. Et si maintenant il y a un déménagement, on transfère le dossier dans le département où il peut aller. Donc il peut rester loin et longtemps. On communique entre les centres de vigilance. C'est S'il y a ça. des déménagements, on fait des transferts de dossiers. Si les appels ne sont pas terminés, il y a un relais qui se fait, sauf s'ils déménagent
à l'étranger. Oui, dans bon les là, rares effectivement, zones, une fois ça m'est arrivé en Chine, là je vais rien pas pouvoir faire, mais voilà, en tout cas on le suit. Là, effectivement, c'est donc passage à l'acte. Mais ce qui est important, quand vous avez des jeunes qui ont des idées suicidaires, le 31-14, voilà, il faut vraiment, voilà, vous pouvez donner la carte. Ils peuvent appeler, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour alors, toute personne avec des idées suicidaires, mais ça peut être tout professionnel, ça peut être aussi la famille, voilà, s'ils sont en difficulté. Il y a que des répondants et c'est aussi des infirmières et psychologues en ligne. Et là, ils sont situés à Nancy. Pour le Grand Est. En fait, la grande différence entre nous et le 31-14, c'est pour toutes les idées suicidaires en général. C'est une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un système de relais pour qu'il y ait toujours un répondant au bout du fil. Nous, la grande différence, c'est qu'on fonctionne sur adressage. Donc, on ne peut pas nous donner notre numéro vert comme ça. Il faut que la personne soit incluse. Attendez, parce que je ne vous vois pas. Il faut que la personne soit incluse dans le dispositif. Il faut qu'il y ait eu un passage à l'acte de moins de 6 mois. Et on a une activité de service, donc on fonctionne globalement de 9h à 17h tous les jours de semaine. Mais par exemple, il n'y a pas de permanence le week-end, il n'y a pas de permanence les jours fériés, et dans ces cas-là, notre répondeur renvoie vers le 31-14 ou le 15. Merci. Bonjour, je suis infirmière scolaire. J'avais une question par rapport quand vous tissez ce réseau de vigilance. Est-ce que vous avez aussi, vous vérifiez le suivi du jeune, s'il a encore un suivi, s'il y a un accompagnement et si c'est pas le cas, est-ce que vous pouvez l'orienter ou faire un lien? Mais en fait, après appel téléphonique, effectivement, au moment de l'appel, on demande s'il y a un suivi qui est mis en place. S'il y en a un, nous, on envoie automatiquement un courrier au médecin. Donc ça peut être psychiatre, ça sera un médecin traitant presque à chaque fois. Ça peut être psychiatre, ça peut être psychologue, voilà, les personnes qui sont autour. Et on lui informe qu'on l'a eu au téléphone. Et voilà, on fait un peu l'évaluation en synthétique. En tout cas, voilà, il sera informé. Donc, premier mois, 3 mois et à 6 mois. Donc le suivi, en tout cas, ils seront informés. Après, si on n'a pas, effectivement, on peut diriger. On aide, en tout cas. On voit avec les parents, mais en général, souvent, sortant des urgences, ils ont déjà des listes qui contacter. Souvent, c'est après avoir une date. C'est plutôt ça qui est un peu compliqué. Mais ils ont déjà qui contacter, en tout cas. Mais effectivement, c'est un de nos rôles d'aider et de conseiller. Si jamais on voit qu'il y a certaines problématiques et qu'il y a besoin d'un suivi ou de choses comme ça, on peut conseiller. Après, c'est pas nous qui allons prendre les rendez-vous pour les patients, ce genre de choses. Ça, on est plus de l'ordre du conseil, de dire voilà, nous on identifie qu'il y a des choses qui sont compliquées. Tu as l'air d'avoir besoin d'un suivi, pourquoi est-ce que tu vas pas à tel endroit, qu'est-ce que t'as dit les urgences, qu'est-ce que te disent tes parents, etc. Ça peut être plein de types de problématiques. On fonctionne aussi avec des associations LGBT. Quand il y a des problèmes comme ça, on peut renvoyer vers plein de choses selon la problématique qui est présente. Après, comme dit, l'idée, c'est de pas être non plus complètement intrusif et d'imposer les choses. On est là pour conseiller, pour aider et pour guider les gens au maximum. De soutenir et surtout de lui dire qu'il n'est pas seul. Voilà, qu'il y a du monde autour de lui, en fait. Je trouve que c'est aussi, alors techniquement et logistiquement, dans toutes nos organisations, c'est pas forcément très simple, mais c'est quand même aussi une question qu'on peut se poser, qu'on pourrait se poser peut-être dans beaucoup de nos structures, de comment s'inspirer de ce que vous mettez en place pour aussi nous-mêmes prendre des nouvelles. C'est vrai qu'on a des logiques quand même dans beaucoup de nos métiers de fonctionnement en réponse à une demande, alors que ou de porte ouverte, ce qui est le cas pour nous, par exemple en maison des ados. La porte est quand même ouverte de façon très souple, plus souple que, c'est pour ça qu'elles ont été créées, plus souple que ce qui se faisait peut-être dans un certain nombre d'autres services, notamment avec la possibilité du sans rendez-vous, mais ça n'est quand même toujours pas du recontact systématique et de la recherche de liens. C'est quand même toujours aux ados, au public, qu'on demande de faire la démarche, de venir jusqu'à un lieu.
Et c'est certainement quelque chose qui va peut-être devoir être questionné dans beaucoup de nos organisations, en fait. On n'est plus seulement à l'heure de attendre qu'ils sollicitent ou qu'ils viennent, mais aussi, nous, c'est une traduction très concrète de l'aller vers, en fait. Et il y a différentes manières de l'envisager. C'est pas que physique, c'est aussi, on voit bien... moi, j'aime beaucoup les cartes postales. Je vous invite après à faire le tour pour les voir, parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir des choses assez figuratives, mais quand même, je trouve, assez larges. Enfin, on peut les envisager de différentes manières. Et puis, finalement, la carte postale, on le fait plus. On le fait plus beaucoup. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui reste. Dans la chambre. Ouais. Dans la maison, à quelque part, en tout cas. Ouais. C'est le retour qu'on a, effectivement, c'est qu'on reçoit quasiment, même des personnes âgées, Oui. nous disent qu'on reçoit quasiment plus de courriers, et avoir un objet comme ça, adressé par l'hôpital, qui est personnalisé, qui est manuscrit, qui est pour nous et qui arrive à la maison, c'est quelque chose, même chez les jeunes, ils sont extrêmement sensibles, et il y a beaucoup de jeunes qui nous disent qu'ils ont effectivement, ils les ont affichés dans la chambre. Ça permet aussi de faire la décoration pour des jeunes qui peuvent pas forcément s'attribuer entièrement leur chambre. Ça laisse notre numéro aussi un petit peu partout. On a eu plusieurs fois des gens qui nous disaient j'ai retrouvé la carte postale, j'ai vu votre numéro, même si ça fait 8 mois que je suis plus dans le dispositif, j'ai appelé parce que là j'avais besoin de parler à quelqu'un. Donc ça laisse une trace aussi de nous quelque part. Alors, moi, je dirais juste à rajouter, c'est que un peu l'insistance, parce que c'est vrai qu'ils ils entrent dans notre dispositif, par téléphone, donc nous on appelle, on ne sait pas trop qui on appelle, parfois ils répondent pas, voilà, mais on n'appelle pas qu'une fois, on appelle 3 fois, vous voyez, à des heures un peu intervalles comme ça. Donc on a des jolis messages qu'on laisse, donc c'est vrai qu'ils nous ont souvent, je pense, sur leur répondeur. Alors, ça fait qu'on est un peu insistant, mais en tout cas, on est là. Ils savent qu'on est là. Et après, disons qu'ils ne nous rappellent pas, c'est pas grave, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, ça va être vraiment un adulte. Donc, automatiquement, on aura un adulte. Ça va être le médecin traitant. Et donc, en fait, les messages, ça passe comme ça. Et après, un jour, le jeune, il rappelle, en fait. Donc, c'est vrai qu'on est... Et plus encore, les cartes postales. Écoute, on a essayé de t'appeler, tu ne nous as pas répondu. Voilà. Ils nous répondent suite par rapport. On a reçu la carte postale. Oui, mais je vais bien. C'est bien, on est content. Voilà. Et après, il y a quelque chose qui se passe. Et on fait pareil à 3 mois. Et à 6 mois. Donc, voilà, on est assez présent pendant une période de 6 mois, donc quand même, dans leur vie. Oui, anonyme. Je ne sais même pas, ils ne savent pas que c'est de l'hôpital. Avec l'adresse pour répondre et avec une citation ou phrase choisie par les équipes. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un message en plus de celui qui est écrit, manuscrit, qui... En l'occurrence, c'est une carte de clôture. Notre veille active, oui, celle-ci, c'est notre veille active prend fin, mais tu peux nous rappeler si tu en as besoin. Mais chacune a son message différent. Et on envoie aussi un SMS chaque mois avec le numéro de téléphone. Par contre, le jeune ne peut pas répondre à notre SMS. C'est fait un peu exprès. Mais donc, il a notre numéro. Lui, il peut en tout cas cliquer et d'un seul coup, il peut nous appeler. Voilà. Il y a encore une question. Oui. Bonjour, je voulais juste savoir, j'avais entendu parler de l'association CEPIA qui intervenait dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est toujours le cas ou... Je ne connais pas trop, c'est à Mulhouse. C'est dans le Haut-Rhin ? Dans le Haut-Rhin, ouais. Je ne sais pas trop leur mission, je ne peux pas trop vous dire, moi. C'est une association qui s'est créée dans le Haut-Rhin il y a plus d'une vingtaine d'années, qui effectivement a toujours été très active plutôt dans les établissements scolaires en prévention suicide, mais c'est spécifique au département du Haut-Rhin. Bonjour. Moi, je me demandais juste quelles informations vous avez sur le jeune, sur les personnes pour rentrer en contact. Comment vous avez des informations sur l'histoire de la personne ou vous y allez, vous écrivez comme ça un peu ce qui vient. Les patients qui sont en dehors des US, très peu d'informations. On a une adresse, un téléphone, on a la date de la tentative et le moyen. La plupart, c'est rempli, voilà, c'est pas grand-chose, et parfois le contexte de sortie, voilà.
Donc on se débrouille avec ça, mais en général ça se passe assez bien après avec l'entretien téléphonique. C'est qu'aux US on a accès au dossier, donc là on a un peu plus d'éléments. Mais on se débrouille la plupart du temps. Et si vraiment on n'arrive pas, si maintenant la feuille est mal remplie ou ils n'ont pas eu le temps, nous on recontacte le centre adresseur et puis on trouve les infos comme ça en fait. Voilà. Sinon le jeune raconte. Hein. C'est ça. On fait parler le jeune, en fait. Ouais. Sachant que, oui, ça, je n'ai pas précisé, mais il y a des dossiers pour chaque appel. Donc forcément, ce ne sera pas forcément le même vigilanceur qui va contacter à J10, qu'à 3 mois, qu'à 6 mois. Donc toutes les informations, elles sont centralisées dans un dossier. Et le vigilanceur qui passe l'appel d'après reprend un petit peu toutes les choses, voit ce qui a été mis en place et réévalue. Est-ce que c'est toujours en place? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce qu'il y a eu un suivi qui s'est mis en place? Est-ce qu'il y a eu potentiellement un traitement? Ce genre de choses. Et s'il y a une réévaluation de tout ça à chaque coup de fil. J'avais juste... On n'attitre pas le dossier à un vigilanceur. C'est n'importe qui va prendre l'appel téléphonique. Donc comme ça mélange. Effectivement, c'est un choix qui a été fait, que quand on appelle vigilance, on appelle le dispositif, on n'appelle pas quelqu'un. On n'est pas le psychiatre, on n'est pas le psychologue du patient, on est un dispositif vraiment qui questionne la prévention du suicide et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider la personne, mais on n'est pas suivi par quelqu'un d'attitré à vigilance. La carte est signée par l'équipe de vigilance. J'avais juste une petite question concernant en fait la durée des appels. En fait, en moyenne, c'est... Alors, en moyenne. Donc ça peut être du 10 minutes à 1 heure. Mais une moyenne d'appel, c'est 20 minutes. Voilà, c'est à peu près ça. Ça dépend de... Voilà, ça fait dans la situation, ça dépend, il y en a qui parlent beaucoup, d'autres un peu moins, voilà. Les parents, c'est très long souvent. Ça, c'est très très long régulièrement. Mais voilà, mais le jeune, oui, ça dépend. Alors, Julie me précisait, je pense, quelque chose d'assez important par rapport au 3114. Comme j'imagine d'ailleurs sur d'autres types de plateformes, il peut y avoir un temps de latence entre l'appel et la vraie mise en contact avec quelqu'un. C'est important de prévenir des ados, notamment auxquels on proposerait d'utiliser le numéro, parce que ça peut laisser penser que non, personne ne va me répondre, alors qu'en fait c'est technique. C'est ça l'idée. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça vous est arrivé de déclencher un SAMU suite à des appels à l'aide au final, même après on en fait plus fréquemment que... ça arrive, ouais. Vous disiez que vous signez l'équipe, et même pas un prénom, même à l'appel. Alors moi je me présente, je suis censée. Parce que je trouve du coup que, si je peux me permettre, je trouve que de donner un prénom quand même, ça personnalise encore plus c'est quelque chose auquel vous avez dû débattre. Vous avez dû débattre de ça, mais. Et comme on est à mi-temps, donc si par exemple le jeune peut parler à la personne qu'il a vu, voilà. Mais peu importe, signer avec un prénom pour les sites, je ne sais pas, Ça a été discuté, débattu, réfléchi. Finalement, on est plus parti là-dessus dans l'idée de ne pas aller vers le suivi individuel. Après, c'est un choix. Après, les patients s'en saisissent plutôt bien. On reçoit même régulièrement des cartes de vacances de gens qui étaient suivis ou des cartes de bonne année aussi. On en a eu là en janvier. Et c'est à toute l'équipe de vigilance, merci pour ce que vous avez fait, maintenant ça va mieux. Et au final, ça n'a pas l'air de tellement gêner les patients plus que ça. D'expérience, je trouve. C'est un débat, je me permets, pour avoir eu plusieurs fois des demandes, on a eu plusieurs fois des demandes d'intervention des équipes de SOS Amitié, autant au niveau national qu'au niveau local, parce que SOS Amitié, c'est que des bénévoles qui se succèdent sur des permanences en lien avec leur disponibilité, mais du coup, il peut y avoir bien plus de temps entre deux permanences que ce qu'on aurait sur des rythmes d'organisation professionnelle. Et donc c'est un principe pour eux de ne pas s'identifier personnellement. C'est SOS Amitié, bonjour, et de ne pas dire qui. Et en fait, c'est quasiment impossible pour les gens qui rappellent à SOS Amitié de reparler à quelqu'un qu'ils ont déjà eu. L'enjeu, c'est de donner une forme de
de personnalité au dispositif, en fait. Ce qui est du coup, je pense, assez propre à des services d'écoute téléphonique ou de rappel, recontact comme vous, quand même à distance. Ce qui est, je pense, quand même pas la même chose que pour des professionnels qui sont en entretien physique et en tant que personne dans un entretien plus classique où il n'est pas question de faire ça. Mais c'est vrai que c'est propre, je pense, quand même à une certaine pratique. Ouais, c'est ça, je pense que l'idée derrière, c'est plus d'investir le dispositif et pas quelqu'un. Et aussi, pour ça aussi, ne pas être déçu si la personne qu'on va avoir au bout du film n'est pas là. Parce qu'au final, c'est vigilance qu'on appelle et c'est pas quelqu'un. Ça n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr. S'il n'y a plus d'autres questions ou observations, on va se souhaiter assez rapidement bon appétit. Merci beaucoup à toutes les trois.